Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Enchantée, alors je suis contente, je vois un petit peu plus d'hommes, au début il n'y en avait pas beaucoup et j'aime beaucoup voir cette mixité, c'est dire que cette question aujourd'hui touche de manière différenciée les hommes et les femmes, même si mesdames vous êtes bien nombreuses. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, vous le savez, Sciences Po a entamé il y a maintenant un an un cycle de conférences autour du consentement et du cybersexisme, alors on est ravis de vous retrouver aujourd'hui ici avec l'ensemble de nos intervenants que je vais présenter dans quelques minutes. C'est la journée internationale, vous le savez, de la lutte contre les violences faites aux femmes et on va tenter aujourd'hui de mettre en perspective cette notion donc de consentement 5 ans après le mouvement MeToo. Alors 5 ans pendant lesquels, il faut quand même être honnête, le bilan en termes de chiffres reste assez édifiant. Des violences sexistes et sexuelles en hausse de 33% en 5 ans, des plaintes déposées par moins de 10% des victimes et 80% des plaintes sont classées sans suite, dont seulement 1% aboutissent à une condamnation pénale. Ça, c'est là par quoi on commence. Alors, ce sont les chiffres du Haut Conseil à l'égalité. Une réalité, on sait, qui est très connue de certains d'entre vous. On l'a remarqué notamment grâce aux vidéos que vous avez envoyées, puisque après cette table ronde, on va décerner les prix vidéo étudiants sur le consentement. Elles ont été regardées par un parterre de professeurs, d'intervenants, d'étudiants. 18 vidéos ont été reçues et étudiées. Parmi les intervenants, vous avez aussi des référents égalité des établissements. C'est votre cas, Frédéric Martz. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'heure pour moi de vous présenter les 5 intervenants de qualité qui vont pouvoir répondre à vos questions. J'espère vraiment, on est là pour ça, que ce moment, cette heure ensemble sera aussi interactif que possible. On n'est pas sur Twitch, mais on peut essayer, c'est-à-dire que si vous avez une question, je serai la première évidemment à vous faire entendre votre voix. Et tous les pros qui sont ici, je crois qu'ils sont quasiment capables de répondre à toutes vos questions, puisque déjà ils ont répondu aux miennes, et Dieu sait que j'en ai. Frédéric Martz, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Women Safe and Children. Le concept de cette association, c'est d'offrir aux femmes et aux enfants victimes de violences une prise en charge globale. Vous avez donc une expérience terrain et vous travaillez avec les universités sur justement le recueil de cette parole et guider les élèves, filles ou garçons qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles dans le cadre d'un dispositif externalisé. Nous sommes également avec 2 personnes qui sont peut-être connues par un certain nombre d'étudiants ici, puisqu'ils professent à Sciences Po. Je parle évidemment de Frédéric Gros. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et professeur à Sciences Po. Je sais, j'essaie d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis j'espère en laisser un maximum pour vos questions. Vous avez beaucoup travaillé sur la fabrique du consentement, comment la société dans laquelle on vit nous a mis dans nos têtes déjà peut-être des jalons de choses qui vont fausser notre compréhension de ce qui nous arrive. Alexandre Guérin, merci beaucoup d'être avec nous. Doctorante en théorie politique à Sciences Po, vous avez beaucoup travaillé sur le viol au tribunal. Quel est le rapport, allez-vous me dire? Dans son cours, il y a un chapitre consacré au consentement dans lequel vous avez essayé de définir la typologie de cette fameuse zone grise. Quand on consent à quoi et qu'est-ce qu'on comprend de ce qui s'y passe? Évidemment, on a 2 intervenantes qui, à l'heure de MeToo, vont être aussi riches d'enseignements puisque ce sont des stars des réseaux sociaux. On peut un peu dire ça. Camille Aumont-Carnel, merci beaucoup d'être avec nous au centre de la table. Leaders d'opinion, je vous embête. Vous avez créé un compte il y a 4 ans qui s'appelle Je m'en bats le clito, destiné à faire de l'éducation sexuelle plus vulgarisée. C'est aujourd'hui plus d'1 demi-million d'abonnés et que vous avez à certains moments interrogé. Vous allez pouvoir nous dire ce qui remonte, surtout de la part des plus jeunes, quant à ce qu'ils comprennent du consentement et quel est leur quotidien. Et Élise Fabing, merci beaucoup d'être avec nous, avocate en droit social. On y arrive. En droit social, droit du travail, spécialiste aussi du droit de la maternité. Alors, le harcèlement, alors ça y est, je ralentis les batteries. Harcèlement moral et sexuel, c'est votre spécialité, mais vous êtes aussi la juriste du compte Balance ton agency qui dénonçait justement les ambiances toxiques et le management toxique au sein notamment des agences de communication et de publicité. Je vous propose de commencer cette table ronde avec le mot d'introduction des 2 grands représentants de Sciences Po et de Université Paris-Cité. On commence avec Mathias Bichra. Merci d'être avec nous, directeur de Sciences Po. Madame la vice-présidente, chers partenaires, puisque c'est un moment très partenarial avec évidemment l'Université de Paris, mais nous avons aussi d'autres partenaires, l'INED, l'INALCO notamment. Chères intervenantes, chers intervenants, chers amis, chers partenaires, chères étudiantes, chers étudiants, qui
Qui ne dit mot consent. C'est évidemment l'adage populaire à mettre de côté. De l'autre, il y a Homère, je ne sais pas si c'était un grand féministe, mais qui disait « on peut consentir contre sa volonté ». On est plutôt dans cette zone de complexité à partir du moment où nous allons débattre aujourd'hui du sujet du consentement. Vous le savez, à Sciences Po, nous avons une politique volontariste sur ce sujet. C'est un sujet à la fois évidemment important pour l'administration, c'est un sujet très important évidemment pour les étudiantes et les étudiants. Et d'ailleurs, dans la dernière radiographie des étudiantes et des étudiants de Sciences Po, qui s'appelle Une jeunesse engagée, nous avons eu un thermostat des valeurs. Et le premier terme qui ressort favorablement à 88%, c'est celui de MeToo. Juste après, nous avons les syndicats. Il n'y a pas de lien direct, mais en tout cas dans le thermostat des valeurs, c'est d'abord MeToo et ensuite les syndicats. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on est évidemment très engagé dans le cadre d'une journée internationale comme celle-ci pour faire en sorte qu'il y ait à la fois une dimension évidemment d'appel à projet, d'idéation avec ce concours et en même temps de prise de parole des intervenants formidables que vous avez aujourd'hui et qui représentent toute une série de facettes du sujet, avec des académiques, avec évidemment aussi des leaders et des leadereux d'opinion. Et ça nous apparaît évidemment essentiel dans une organisation, dans une institution comme Sciences Po, d'avoir cette pluralité d'intervention. Je vais vous dire en quelques instants ce que l'on fait à Sciences Po, les directions que nous prenons, qui peuvent être évidemment enrichies par toute une série de discussions que nous pouvons avoir ensemble. La première, c'est que nous pensons qu'il y a un changement culturel à opérer. Changement culturel implique évidemment d'utiliser les armes de la culture. C'est la raison pour laquelle nous avons eu toute une série d'actions de sensibilisation. On a fait notamment un débat autour du film issu du livre de Karine Thuil, Les choses humaines. Ça nous paraissait important aussi d'utiliser le vecteur cinématographique pour que le sujet puisse être abordé. Il y a évidemment aussi le concours sur le cyberharcèlement. Il y a l'excellente conférence, qui est plus qu'une conférence, qui est une sorte de suivi par Frédéric Gros sur la notion de consentement, sur le contrat de consentement, sur la fabrique du consentement. Et c'est une pièce importante de notre dispositif qui est d'abord de considérer qu'il y a un enjeu évidemment institutionnel, mais que c'est très gramscien comme perspective, mais c'est d'abord une dimension culturelle. Il faut changer les esprits, donc il faut aussi que les armes de la culture puissent être nos armes pour changer les choses. La deuxième dimension, elle est évidemment institutionnelle et juridique. À Sciences Po, nous avons considéré, évidemment, au-delà de la vague des réseaux sociaux sur le Sciencesport, qui amalgamait d'ailleurs beaucoup de choses, mais qui avait l'avantage au moins de mobiliser les esprits, qu'il fallait agir vite. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui un dispositif complet, nous en discutons notamment avec nos partenaires universitaires, qui nous permet en réalité à la fois d'avoir une écoute externalisée, professionnalisée, avec France Victime, d'avoir un dispositif d'enquête, une cellule d'enquête avec une magistrate à la tête de cette cellule qui permet de caractériser les faits, parce que bien souvent, les procédures ne sont pas suffisamment robustes, et donc nous avons une déperdition d'actions liées à un manque de professionnalisme. Donc on pensait qu'il fallait absolument avoir une magistrate qui est Madame Fischer-Hirtz à la tête de cette cellule d'enquête qui permet de caractériser correctement les faits, et que quand nous allons devant le procureur, puisque vous savez qu'on dans le code de l'éducation, c'est le directeur ou la directrice d'un établissement qui peut saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 et la section disciplinaire. Nous avons désormais des dossiers beaucoup plus robustes, avec en plus un engagement de temporalité qui paraît très important. Entre le moment de la saisine et la caractérisation des faits, nous voulons que ça tienne en moins de 2 mois. Sur le dispositif institutionnel toujours, nous avons des formations qui sont des formations obligatoires et qui sont suivies à plus de 90%, que ce soit par les étudiantes, les étudiants et aussi par les salariés ainsi que par les professeurs, puisque l'idée évidemment c'est d'avoir un dispositif complet. Je termine en disant que bien souvent, sur les formations, moi quand je suis arrivé, j'ai constaté que les formations étaient parfois un peu trop principielles. Il est important d'avoir des éléments de principe, il est important aussi d'avoir des règles juridiques et des éléments très pratico-pratiques qui soient donnés. Concrètement, s'il se passe quelque chose, si je suis prof, qu'est-ce que je fais, qui j'appelle, qu'est-ce qui se passe, si je suis élève, qu'est-ce que je fais, qui j'appelle, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi qu'on a un petit leaflet qui, sur l'ensemble des campus, donne les numéros de téléphone des référents de la cellule pour faire en sorte qu'il y ait une dimension de tangibilité et pas simplement une intention ou un principe qui est posé. Ça nous paraissait vraiment très important. Donc d'abord, évidemment, la dimension culturelle et ensuite la dimension institutionnelle et juridique. Et enfin, puisque nous sommes dans une université de recherche, nous avons aussi la dimension de recherche scientifique sur ces sujets.
Et notamment avec Présage, qui est un certificat avancé dirigé par Hélène Périvier. Il y a un travail assez formidable qui est mené avec des cohortes de 70 à 80 élèves par an qui sont certifiés dans ces domaines. Nous pensons que, évidemment, il faut aussi que la recherche s'en empare et que les travaux scientifiques contribuent à la lutte générale qui a trait évidemment à la culture, qui a trait au droit, mais qui a trait aussi à la dimension scientifique. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voulais vraiment toutes et tous vous remercier chaleureusement les intervenantes et intervenants ce soir, et remercier aussi notre référente, puisque nous avons une référente sur les sujets de VSS, Solène Lallemand, à Sciences Po, qui travaille de pied ferme avec toutes les institutions, toutes les communautés, pour faire en sorte que nous avancions dans la bonne direction. Merci évidemment à nos partenaires, et je vous souhaite à toutes et à tous une belle discussion et une belle soirée. Merci. Merci, Monsieur le Président, mesdames et messieurs, les membres de la table ronde, mesdames et messieurs les lauréats et mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de représenter la présidente de l'Université Paris-Cité, Madame Clérici, et j'en suis plus qu'honorée. Pour nous, à l'Université Paris-Cité, il est sans dire que cette journée de remise du prix Cérezo Égalité, l'Alliance Sorbonne, est un moment vraiment très important, d'autant plus que ça se passe un jour qui est dédié à dénoncer les pratiques innommables qui peuvent être portées auprès des femmes. Alors aujourd'hui, on va féliciter des travaux qui ont été faits après une invitation auprès des étudiants et des étudiantes pour s'exprimer sur le thème du consentement. Mot défini dans le Larousse comme une action de donner son accord à une action, un projet, acquiescement, approbation, assentiment. Comment le percevoir et le faire percevoir, ce consentement? Ici, c'est la vague question qui sera abordée comme thème de la table ronde. La question des égalités est une priorité pour Université Paris-Cité. Aussi, la lutte contre tous les types de violences, harcèlement, discrimination est centrale dans notre institution. Rappelons que nous avons 63 000 étudiants et qu'il faut les accompagner. Mais pas seulement les étudiants, l'institution en entier. Aussi, la création d'un poste de vice-présidente aux égalités que incarne Madame Joëlle Kivitz nous a paru absolument indispensable et renforce la formidable action menée depuis la création d'Université Paris-Cité et même avant, précédemment par Anne Kupiec, et j'en profite pour la remercier. Les missions égalité à l'Université Paris-Cité est constituée d'un réseau de référents facultaires sciences, santé, sciences et humanités et l'Institut physique du Globe, avec les services centraux et la vie étudiante, ainsi que des référents handicap personnel et étudiants. Il recueille les signalements, organise des cellules d'écoute, dialogue avec les différentes parties prenantes et émette des préconisations à la présidente. Je saisis aussi l'occasion de les remercier. Université Paris-Cité a mis des partenariats en place, en particulier celui avec Women Safe, qui forme entre autres à l'accueil, l'écoute des victimes et au signalement. Le dynamisme de cette association est absolument remarquable. Lors de la préparation de cette table ronde, vous m'avez demandé si au sein de l'Université Paris-Cité, il y avait plus de signalements depuis MeToo. C'est une question compliquée, car nous n'avons pas tous les outils pour évaluer cela. Cependant, on constate une plus grande sensibilisation aux questions d'égalité, et quand je dis égalité, c'est avec un grand S, et une meilleure connaissance des étudiants à la problématique. Aussi, UPCité sensibilise les étudiants et les étudiants à travers des plateformes, des théâtres-forums, des conférences, des webinaires et plein d'autres actions, comme la réalisation de votre magnifique tote bag. La remise de ce prix est une opportunité pour réaffirmer le soutien sans réserve des actions de prévention, d'éducation et d'accompagnement effectuées dans les égalités, dans les missions égalité. Soyez-en tous et toutes remerciés, et puis bravo pour cette journée. Merci. On va commencer cette table ronde. Je voudrais simplement, donc on va parler du consentement à l'aune de MeToo. Qu'est-ce qui a changé sur les 5 dernières années et quelles sont encore les zones sur lesquelles il faut évoluer. J'aimerais juste évoquer, avant qu'on commence, cette enquête Ipsos qui a été publiée en février 2022. La question, elle était simple. Bon, elle est genrée. Est-ce que lorsqu'une femme dit non lors d'une relation sexuelle, en fait, elle veut dire oui ?
question intéressante. 11% des 1035 personnes interrogées ont dit que c'était vrai, que lorsqu'une femme dit non à une relation sexuelle, en fait, elle veut dire oui. 11% de la population générale. Ça monte à 23% chez les 18-24 ans. Donc, un quart des 18-24 ans considèrent qu'un non, ça veut dire oui. Et ça monte à 34% chez les jeunes hommes. Et j'en parlais avec un collègue de France Info. J'ai oublié de me présenter, pardon. Je m'appelle Myriam Bounafa et je suis journaliste à France Info. J'en parlais avec Cédric Cousseau, qui est spécialiste de pop culture et qui aborde énormément les questions de genre. Et il a reçu la semaine dernière, et c'est assez édifiant, Florence Pagnot, je ne sais pas si vous voyez qui c'est une journaliste à La Croix et qui vient de publier ce que nos filles ont à nous dire. Et elle a agrégé sur toutes les questions sur le consentement. Et il y a 2 chiffres qu'il a retenus, et évidemment je suis allée les vérifier, ça fait partie de notre ADN dans l'ouvrage et dans les références qu'elle cite. 4 jeunes sur 10, ça c'est aujourd'hui, c'est pas avant MeToo, 4 jeunes sur 10 considèrent qu'une relation sexuelle sans consentement n'est pas un viol. 6 jeunes filles sur 10 ont déjà eu un rapport sexuel sans en avoir envie. Alors j'aimerais bien voir avec vous Camille Aumont-Cardel, parce que grâce à votre... Ouais, désolée. Non mais, donc, allez-y. Vous avez distribué un questionnaire qui a été pas mal rempli et vous avez entendu la voix de plus de 1000 jeunes, ceux dont on parle là. Que vous disent-ils de ce qu'ils comprennent du consentement ? Quelle est la parole que vous avez recueillie ? Est-ce que vous m'entendez ou pas quand Il marche le micro ? Il marche. Oui, super. Ce que me disent les jeunes. Alors moi, sur mon compte Instagram, j'échange majoritairement avec des personnes qui vont de 18 à 35 ans. Là, j'ai basé, moi, mon dernier ouvrage sur les 14-18, donc vraiment les ados. Et c'est vrai que les chiffres se rejoignent. À la question « Avez-vous déjà senti une pression lors d'un rapport sexuel ?» 48% qui m'ont répondu « oui ». Et à la question quelle est... Enfin, c'est des chiffres atroces. À la question quelle est la première précarité dont vous souffrez, la première précarité, c'est une précarité relationnelle. C'est une incapacité à être dans le lien, à communiquer, à dire les choses. Je pense qu'il faut quand même qu'on reparte de là. Et j'ai une anecdote, moi, qui m'a beaucoup marquée, d'une ado de 14 ans qui m'appelle et on commence à échanger pour le questionnaire et elle me dit, en fait, ce que moi je trouve malheureux, c'est que le consentement, on en entend parler maintenant et uniquement via le prisme de la sexualité. Alors qu'en fait, le consentement, il est partout dans nos vies depuis qu'on est né. Et je pense qu'il faut qu'on s'attaque d'abord au prisme de la sexualité pour peut-être le comprendre, comprendre quels sont les mécanismes et ensuite arriver à en sortir. Mais dans la sphère personnelle, amicale, professionnelle, il y a également du consentement. Moi, je fais partie des enfants qui ont grandi avec des parents, mais je pense que vous aussi, ou quand j'aimais pas un aliment ou quand il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, mes parents me disaient « Tu peux pas savoir que t'aimes pas parce que t'as pas goûté ». Et ensuite, il me disait, si tu manges le brocoli et si t'aimes pas, tu recraches. En fait, c'est problématique. Et j'avais 2 ans et demi. Ça a commencé là. Ça peut paraître assez con et assez débile, mais c'est vrai que il faut comprendre que nous, ensuite, derrière, on va transposer à tout un tas d'autres phénomènes. Et ça c'est pour vraiment faire comprendre que ça vient de là. Et en fait, dès qu'on est petit, on ne nous parle pas de consentement. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous en avez entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler véritablement quand j'ai commencé à me pencher sur ces questions-là et à créer le compte Instagram. Les chiffres se rejoignent et je dirais même qu'il y a une notion du consentement qui est un truc pas sexy. Chez les jeunes et même les 18-35, il y a vraiment ce truc, mais je vais pas poser des questions à chaque fois que je fais un move, je vais pas à chaque fois que je veux mettre ma main à tel ou tel endroit demander si j'ai le droit. En fait, le consentement aujourd'hui est perçu comme l'opposé de comment réaliser un rapport qui va être sexy. Et je pense que la notion on est obligé de passer par là, de rendre le consentement sexy, doit reprendre un peu toute sa place pour que derrière ça devienne quelque chose de complètement normal, mais les chiffres se rejoignent et c'est complètement problématique. Alors, on va justement rebondir sur votre intervention et je le répète, je vais regarder les intervenants et vous dans la salle. Vous intervenez absolument quand vous voulez, on prendra toutes les questions. Il y a évidemment un micro on va d'abord apprendre à se connaître, moi je chauffer, puis après vous vous sentirez peut-être plus à l'aise. On va partir sur cette question de la définition, Frédéric Gros, puisque c'est votre... Oula, il a ouvert l'ordinateur. Non, vous me faites peur, la définition. Vous avez travaillé sur la fabrique du consentement et justement, c'est ce que nous disait Camille juste à l'instant. On ne nous a pas appris à consentir, ou alors qu'est-ce qu'on nous apprend du consentement ? Alors, ce qu'on nous apprend du consentement, ce qui est sûr, c'est que dans le relationnel, c'est-à-dire dans la sphère amicale, il y a une notion un peu flottante du consentement qui est en même temps qui peut se révéler assez dangereuse, qui est simplement accepter, être d'accord, etc. Et c'est normal. Et ce consentement-là,
qui est le consentement ordinaire, il n'est pas informé, on accepte mais on ne sait pas jusqu'à quel point, on ne connaît pas la personne, etc. Donc tout ça, j'allais dire, est tout à fait normal et ça fait même partie de la vie. Ça peut être assez excitant même qu'il y ait quelque chose d'énigmatique chez l'autre, etc. Et c'est vrai que ce consentement ordinaire, il va trouver ses limites au moment où il y a quelque chose dans le consentement qui est qu'on va se laisser faire, se laisser entraîner. D'accord ? On se laisse faire, on se laisse entraîner, et puis à un moment, il y a un moment de forçage, il y a un moment où on se dit oulala, c'est pas ce que j'attendais, etc. Et on n'ose pas dire non. On ne dit pas non. Le problème, c'est qui est presque un problème de la langue française, mais peut-être d'autres langues aussi, c'est qu'il n'existe pas de mots, il n'existe pas de verbe dans la langue française pour indiquer ce moment où on donne des signes extérieurs d'acceptation de ce qui nous arrive, et à l'intérieur on se dit non, c'est pas possible. Et cette différence entre le fait que ne pas dire non, ça signifie surtout pas dire oui, et ben ça va être interprété du côté de celui qui a l'initiative du rapport sexuel comme un consentement, c'est dire elle, je prends le elle, je genre un peu, elle a consenti puisqu'elle n'a pas dit non. Et ça, c'est à la fois un problème, voilà, pour moi, c'est ça le nœud un des nœuds problématiques du consentement. Dans la journée de mobilisation qui a eu lieu samedi dernier et organisée par nous toutes, partout en France, c'était cette phrase qui revenait, céder n'est pas consentir. C'est exactement ça, parce qu'on a un modèle, quand on parle de consentement, en même temps, je veux dire, c'est un terme qui vient du droit quand même. Consentir, ça signifie s'engager de manière explicite, irréversible, etc. Le problème, c'est que dans les relations, je veux dire, quand on est dans des relations amoureuses, on n'est pas comme devant un notaire avant de signer un acte de vente. On vous demande, réfléchissez bien, etc. Et la manière dont ce consentement explicite, irréversible, etc., va se plaquer en disant « mais enfin, si vous n'étiez pas d'accord, il fallait dire non ». Sauf que dans la vie, ça n'existe pas, quoi. C'est-à-dire, dans la vie, il faudrait que celui qui a l'initiative, et c'est ça l'enjeu culturel, s'assure, oui, du consentement de la personne. De plus en plus, il faut que ça rentre dans la culture. Et en plus, je finis juste ça parce que c'était très important ce que vous avez dit, en plus du fait que dans nos représentations tenaces culturelles, qui sont même un peu dégueulasses, vous avez l'idée qu'un certain dire non est un oui dans un jeu de séduction. Voilà. C'est-à-dire, elle a dit non, mais en fait, elle voulait dire, et en fait, ça voulait dire oui. Et ça, depuis, voilà, c'est vraiment, ça fait partie de trucs anthropologiques. Là, pour faire bouger ça, il faut lutter, quand même. On va venir vers vous, Élise Fabing, pour savoir comment ça se passe justement au niveau des tribunaux sur cette notion de zone grise sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Alexandre Guérin, c'est-à-dire ce moment où, en fait, on n'a plus du tout envie, là, et pourtant, on est dans une situation où c'est compliqué de le dire. Vous avez travaillé sur cette zone grise, vous-même qui l'appelez comme ça, et vous en avez sorti une typologie, ça veut dire quoi, et qu'est-ce que vous avez compris ou essayé de comprendre? Oui, c'est ça. En fait, je travaille sur le viol et j'ai fait des entretiens avec quelques femmes victimes. Et en fait, je me suis confrontée, en essayant de penser cette question du consentement sexuel, à la zone grise. C'est-à-dire en revenant finalement, en remettant en cause un mythe qui serait qu'il y aurait d'un côté d'une part des rapports sexuels désirés, consentis, épanouis, de l'autre part du viol et des agressions sexuelles. Et en fait, qu'entre ces deux pôles, il y a une large gamme d'expériences sexuelles auxquelles sont confrontées les femmes, les jeunes femmes, les moins jeunes, et qui en fait peut être appelée la zone grise. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'est d'en proposer une typologie, c'est-à-dire de s'intéresser aux propos des premières concernées pour qualifier, qui reviennent sur ces expériences-là et de dire à quel moment le consentement sexuel, c'était finalement un compromis, une zone de compromis. Se contraindre soi-même pour faire tenir la relation, pour faire plaisir à l'autre, etc. Dans quelle mesure ce rapport sexuel, j'ai accepté, mais je le voulais pas.
Donc là, on serait dans une zone soit de marchandage, de négociation, d'obligation. Ce que disait Camille, on identifie très bien un faisceau de pression dans justement les témoignages des femmes qui vont fabriquer un certain consentement, mais qui ne sera pas un consentement fort et qui donneront en fait à avoir des expériences sexuelles qui vont être jugées problématiques par les premières concernées, mais très souvent a posteriori en fait. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis MeToo, elles sont jugées problématiques, mais non pas en amont, mais a posteriori, par manque justement d'apprentissage du consentement, par manque d'éducation. Par manque de repères ? Effectivement, par manque de repères. Et finalement, moi, ce que j'ai vu à travers ces témoignages, ces entretiens, c'est que les jeunes femmes aujourd'hui font l'apprentissage du consentement, mais à travers leur trajectoire, à travers différentes expériences sexuelles qui vont passer par des expériences de compromis, de marchandage, parfois jusqu'à l'agression sexuelle, au viol, au lieu d'avoir des outils finalement dès le début à l'entrée en fait dans leur sexualité. Alors, Elise Faming, c'est important ce que dit la justice sur ces questions-là. Les chiffres que je donnais en avant-propos sont quand même assez édifiants. Quand elles arrivent à porter plainte, la très grande majorité, c'est classé sans suite. Il n'y a pas de sanction pénale. Donc, ça contribue totalement à cette zone d'ombre. Est-ce que les choses, elles ont bougé ces 5 dernières années ? Alors, pas tellement. Moi, je suis surtout spécialiste du droit du travail. Et dans la notion de harcèlement sexuel, les choses ont un petit peu bougé puisqu'on a une nouvelle définition du harcèlement sexuel depuis peu, mais qui en fait change pas grand-chose dans la pratique pour les victimes, puisqu'on a intégré l'atmosphère sexuelle et sexiste à la définition du harcèlement sexuel. Néanmoins, c'était déjà indemnisé via le prisme du harcèlement moral, mais d'un point de vue déclaration d'intention, c'était bien que ce soit fait quand même par le législateur. Mais on a un problème en droit du travail sur ces notions-là, qui est la jurisprudence sur l'attitude ambiguë, qui présuppose qu'une salariée qui serait victime de harcèlement, qui se dit victime de harcèlement sexuel, ne le serait pas si elle avait eu une attitude ambiguë, si elle n'avait pas dit non. Donc c'est vraiment un gros problème de consentement, parce que c'est nier complètement le lien de subordination économique et l'emprise de l'employeur sur sa subordonnée, que d'avoir une jurisprudence qui fonctionne encore aussi rétrograde. Et donc, c'est vrai que MeToo, nous, ça nous a beaucoup servi, et notamment dans une affaire qui a été pas mal médiatisée ces derniers temps, sur une agence de com qui avait instauré une ambiance pornographique qu'il avait imposée à ses salariés. Et ma cliente donc avait participé à cette ambiance pornographique, mais dans le but de se faire accepter, de garder son job. Alors, clairement, ça veut dire qu'à la pause déj, on montre des pornos. Voilà, on oblige ses salariés à regarder des films porno avec le boss. Voilà. Les nouvelles arrivées devaient mimer des fellations filmées. C'était leur gage d'entrée. Pour présenter les nouvelles, il y avait des montages photos pornographiques qui étaient envoyés à toute l'équipe. Et donc ma cliente avait participé, et là on vient d'avoir une décision qui est hyper encourageante, qui est toute fraîche, qui a caractérisé le lien d'emprise du patron sur sa salariée, et qui a condamné l'entreprise pour harcèlement sexuel, et qui a expliqué dans une motivation extrêmement intéressante que la salariée n'était pas en position de dire non, de s'opposer à cette atmosphère qui a été imposée à l'ensemble des salariés. Et il y a eu une condamnation extrêmement lourde, parce que l'autre problème aussi sur le harcèlement sexuel et sur cette notion d'agression des femmes, c'est que les condamnations sont extrêmement faibles. Un harcèlement sexuel, c'est en moyenne 7 000 € de dommages et intérêts au civil. Donc c'est rien du tout. Pour une entreprise, c'est pas contraignant. Et pour une victime, c'est dissuasif, étant donné la longueur des dates d'audiencement de la procédure. Et puis, au civil, on peut aussi avoir le problème du pénal, avec des sursis à statuer, donc des actions civiles qui durent des lustres, des salariés qui sont toujours en poste, qui peuvent se retrouver dans des situations de grande précarité. Donc il est extrêmement important que, comme dans la jurisprudence sur les violences conjugales, le lien d'emprise puisse être vraiment pris en compte par le juge pour que les victimes soient mieux protégées.
On va, avec vous, Frédéric Marthe, essayer de prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé ces 5 dernières années de votre poste de vigie. Que diriez-vous? Est-ce qu'on est dans un après-MeToo? Est-ce qu'on est toujours dans une libération de la parole sans vraiment que le système, en tant que grand mammouth, n'ait encore fait un pas en avant? Alors il y a beaucoup de sujets qui sont en train de se mêler. J'entendais parler de l'emprise. Là, j'ai entendu parler de l'emprise et nous, ça nous gêne beaucoup parce qu'aujourd'hui, en tant qu'organisation de terrain, on essaie de trouver des sémantiques qui vont un peu bouger le curseur. On ne parle pas d'emprise, mais évidemment de comportement coercitif. Et je pense qu'en tant que juriste, vous devez savoir combien c'est important de parler de ça comme ça, de cette manière-là, pour éviter que la victime ait cette charge, on va dire, de honte et de culpabilité. Donc voilà, ça c'est. Je voulais revenir sur parce que les thèmes sont très variés. Il faut que je recentre. Vous avez parlé aussi évidemment du consentement. Le consentement, je l'ai entendu à 2 niveaux parce que je me rends compte que chaque fois qu'on parle consentement, on le lie assez vite à sa sexualité ou à la relation sexuelle, alors qu'en fait un consentement, ça peut partir d'un brocoli qu'on n'a pas envie de manger. Et je crois que c'est assez important de dire que le consentement, si on prend un peu d'auteur, c'est du sexuel, mais c'est aussi finalement son intégrité et sa volonté de faire ou de ne pas faire. Alors le consentement, pour moi, et c'est vrai que le sujet tel qu'il est traité, c'est d'abord de savoir ce que ça veut dire, et ça vous l'avez bien traité d'un point de vue sémantique. Nous, en fait, c'est la justice qui nous a beaucoup aidés à revenir sur le principe du consentement. Quand une femme venait, surtout dans le cadre des violences conjugales, en fait, ces femmes-là nous décrivaient beaucoup des faits de violence, mais jamais de son intimité et des violences intimes, donc sexuelles, qu'elle pouvait subir. Et c'est grâce à la justice qui a requalifié donc les actes non consentis en viol qu'on a pu faire sortir et émerger le viol entre époux. Alors ça aussi, c'est important parce que ça nous a aidé à requalifier, mais aussi à faire sortir et à libérer la parole sur le nombre de femmes qui aujourd'hui, même dans leur contexte conjugal, pensaient que c'était normal que les rapports sexuels étaient non consentis parce que ça faisait partie du contrat de mariage. Et là, ça nous a beaucoup aidé à sortir finalement ces femmes de ce silence et on a trouvé énormément de femmes qui n'avaient plus de rapport consenti avec un conjoint, surtout quand il y a conflit. Donc voilà, moi, le MeToo nous a beaucoup aidé effectivement, mais pas en tant qu'association, parce que finalement, on a été submergés de nouvelles demandes. Elles étaient effectivement très centrées sur des violences sexuelles, puisque MeToo a servi à libérer la parole. Je voudrais insister sur une chose qui est très importante, on parle justice. Je voudrais y lier en fait l'état de santé de la personne, l'état de santé et l'impact d'une violence subie. Nous, on travaille beaucoup sur le psychotrauma. Vous savez que quand on a parlé de MeToo, on a été content que ces victimes libèrent leur parole, mais c'est là que leur travail commence. Donc il faut absolument que vous vous disiez que le MeToo sert, mais il y a un après, et cet après, il faut le saisir, parce qu'aujourd'hui, quand on libère la parole, il y a quelque chose qui s'ouvre aux autres ou vers les autres, et après, il faut travailler, parce que le traumatisme, en fait, il est inscrit dans son parcours de vie, il a impacté le cerveau, et nous, on travaille beaucoup sur cette définition de l'impact des violences sur le cerveau. On n'en guérit pas tout seul, il faut effectivement un aspect plus curatif, et ça nous paraît important, en tout cas moi, dans cette prise de parole, de vous dire, il faut absolument se saisir d'une chance, d'une écoute, et évidemment d'une prise en charge très professionnalisée, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les violences, ou en tout cas les professionnels qui œuvrent dans ce domaine-là, se sont professionnalisés. Il ne faut surtout pas se dire que parce qu'on a une bonne oreille, on peut aider l'autre. Oui, on l'aide dans la première écoute, mais il faut absolument avoir le réflexe d'orienter ces victimes vers des gens, je ne veux pas dire compétents pour vous empêcher d'écouter, mais il y a de la compétence derrière, et pour éviter que vous viviez en tant qu'écoutant ou que témoin, ce fameux traumatisme vicariant, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, mais c'est un traumatisme qui impacte beaucoup les personnes qui sont des écoutants, qui en font carrément une vocation. Je pense notamment aux universités qui ouvrent des cellules d'écoute, et c'est très difficile d'écouter toute la journée, parce que ça a un impact sur vous-même, et c'est ça, ce traumatisme vicariant dont je vous parlais, et dont il faut se protéger absolument.
Alors d'abord, je voudrais remercier à chacun des intervenants qui ont réussi à être hyper concis dans leur prise de parole pour vous permettre aussi d'avoir le temps de vous poser vos questions. J'ai vu que vous preniez des notes, je vais vous laisser réagir évidemment à ce que les uns et les autres ont pu dire et quel regard vous portez de votre point de vue. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur ce qui a été dit, sur cette notion de consentement, sur la zone de flou, sur votre expérience à vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? En tout cas, sachez-le, cet endroit est fait pour ça, donc je vous scrute. Vous vouliez réagir, Camille? Merci beaucoup. Oui, je voulais complètement réagir. Moi, je me suis retrouvée malgré moi à recevoir des témoignages de viol et de violences sexuelles, parce que je pense que l'aspect proximité qu'on peut avoir lorsqu'on incarne un mouvement ou une page Instagram libère et en fait permet d'accélérer, je pense, la conversation. Et je pense que depuis 4 ans, c'est plusieurs milliers de témoignages de viol que j'ai reçus. Et le constat, et ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que 90% des personnes qui viennent m'en parler ne veulent pas forcément que je les redirige vers d'autres professionnels. Enfin, c'est même, en fait, je veux pas de solution, je voulais juste en parler. Et 90% me disent, t'es la première personne à qui je le dis. Je viens de m'en rendre compte. Ah, en fait, je viens de comprendre que... Donc la plupart, souvent je leur dis, alors moi, c'est vraiment pas mon métier. Par contre, je peux te conseiller des associations, je peux te conseiller des professionnels de la santé sexuelle, des psys qui sont vraiment top. Oui, mais non, moi, c'est à toi que je voulais le raconter. Et surtout, et au moment où je leur dis, mais est-ce que tu cherches en fait à avoir un insight sur comment est-ce qu'on peut porter plainte, quels sont les... Non, pas du tout, moi je suis pas du tout là-dedans. Et en fait, cette phrase-là de « moi je suis pas du tout là-dedans », qui est complètement temporaire par rapport à... En fait, c'est des steps. Et là, on est à 5 ans après MeToo, on n'est pas forcément au step de « alors attends, porter plainte, tac, ok, nan, je vais déposer ». Non, on n'est pas là-dedans, on est dans... Je viens de me rendre compte qu'il m'est arrivé un truc horrible. Je pensais être la seule de mes copines, et en fait, je me rends compte que c'est toutes mes copines. Et j'ai envie d'en parler. Et c'est à toi que j'ai envie d'en parler, parce que ce que j'ai besoin que tu me répondes, c'est t'es pas la seule, c'est arrivé à d'autres personnes. Valider en fait factuellement ce qui lui est arrivé. Le raconter à une personne qui va pouvoir lui dire t'es pas la seule, j'ai déjà entendu ça. Mais vraiment, 90% des personnes ne veulent ni porter plainte, ni que je les redirige vers des personnes qui sont spécialisées dans l'écoute, dans le conseil. C'est pas du tout ça. Tu incarnes une personne que j'identifie comme de confiance et à qui je sais que les femmes ont l'habitude de se livrer, et je ne veux pas porter plainte, il n'est pas question de ça, parce qu'en fait, je ne suis pas une victime. Alexandre Guérin, je vous voyais opiner sur retour d'expérience. Parce que oui, je me suis confrontée un peu à la même chose. Alors j'ai eu beaucoup moins d'entretiens, d'interactions que vous, mais effectivement à des victimes qui, dans le cadre d'un entretien de recherche, en parlaient pour la première fois et venaient me dire qu'elles trouvaient à travers ce moment d'entretien en fait un lieu d'écoute. Et quand je leur demandais si elles avaient eu envie à un moment de porter plainte, si elles en avaient envie, etc., c'était quelque chose qui n'était pas encore... soit elles n'en étaient pas là, soit ça ne correspondait pas encore à leurs attentes de justice. Mais en tout cas, cette première étape de lieu d'écoute, il est encore difficile à trouver par manque d'orientation ou par manque ou par peur aussi. Et il y a un concept avec lequel je travaille beaucoup dans ma thèse qui est celui d'injustice épistémique et qui se décline de plusieurs manières, et notamment d'injustice de témoignage, qui a été forgée par une philosophe américaine, Miranda Fricker, et qui en fait signifie le fait de subir un déficit de crédibilité parce qu'on va se voir plaquer certains stéréotypes de genre ou tout un ensemble en tout cas de stéréotypes. Et je crois que par anticipation justement de ces injustices de témoignage, les victimes vont potentiellement avoir peur de se tourner vers certains lieux, soit d'écoute, que ce soit le cabinet du psychologue, que ce soit effectivement le commissariat, que ce soit ou vers une association aussi. Et du coup voilà, c'est l'un de mes questionnements aussi, comment créer des dispositifs qui garantissent des espaces où on neutralise ces injustices épistémiques, ces injustices de témoignage. Et juste petite précision pour les 10% restants qui sont peut-être plus vers des solutions de justice. Les 2 questions qui reviennent toujours, c'est avant de porter plainte, j'ai besoin de te poser 2 questions. Est-ce que je vais devoir raconter ce qui s'est passé, et est-ce que la personne va savoir que c'est moi? Ouais. Et là, on perd tout le monde. Oui, non mais clairement. Il y a aussi une grosse phase de déni chez les victimes de violences sexistes et sexuelles ou de viols. Moi, j'ai eu plusieurs victimes qui sont passées par mon cabinet
et en fait qui avait besoin de ma validation, qui me disait est-ce que j'ai bien été victime d'un viol, est-ce que j'ai bien été victime de harcèlement sexuel, alors que les faits, il n'y a pas besoin d'être avocate pour pouvoir les définir. Et c'est vrai que, en plus, celles qui osent franchir la porte d'un cabinet d'avocats sont souvent des personnes qui ont un certain bagage intellectuel, une formation, etc. Il y a quand même un problème d'accessibilité de l'avocat encore aujourd'hui. Et j'ai toujours été frappée par ces moments où les victimes me montraient des textos, des éléments de preuve quand même qui constituaient clairement un harcèlement, une agression sexuelle, voire dans un cas un viol, et qui avaient besoin, avec ce regard apeuré, de mon approbation et de la qualification des faits, et qui me disaient ensuite en partant, je me sens mieux de le savoir. Voilà. Mais c'est vrai que la problématique de l'écoute de la plainte pénale et de la peur du risque réputationnel, c'est extrêmement présent chez les victimes, c'est sûr. Allez-y, Frédérique Martz. Oui, je veux revenir sur un point. C'est vrai que l'écoute est déterminante. J'ai compris qu'effectivement beaucoup de victimes s'arrêtaient en fait à la déclaration de ce qu'elles subissent. Je voudrais préciser une chose, on ne parle pas de la précocité des violences. Et combien de fois dans l'histoire que nous racontent ces femmes ou ces victimes, on va dire de manière générale, nous on travaille sur l'anamnèse et 80% des victimes avaient été victimes d'autres formes de violences avant la déclaration de violences pour lesquelles elles nous saisissent. Donc c'est important de dire, je comprends qu'une victime effectivement prend le téléphone et dit écoute-moi parce que je détermine. Mais derrière, il y a nécessairement eu déjà d'autres formes de violence. Donc c'est le fameux polytraumatisme que je voulais décrire. Et c'est pour ça que je comprends qu'une victime qui téléphone et qui est contente de pouvoir livrer et ne pas répéter, ça on le sait. C'est pour ça qu'on est très organisé en pluridisciplinarité parce qu'on ne veut pas que la victime répète son histoire. Mais en fait, si on creuse un peu plus entre la déclaration de la forme de violence qu'elle veut nous déclarer et ce qu'elle a vécu dans l'enfance, eh bien, on va parler de la précocité des violences et c'est notre sujet aussi. C'est de le traiter et d'arriver à le traiter en profondeur. Je vais vous laisser prendre la parole. Je voudrais juste, après que vous m'aidiez sur un point. Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je fais partie d'une génération où le mot consentement n'existait pas. On n'avait pas du tout ce type de conférence ou de discussion. Comment tu débutais ta vie affective, qu'est-ce qui se passait quand tu savais pas si tu avais envie ou pas, c'était au petit bonheur la chance et puis on se débrouillait avec ça. Aujourd'hui, je comprends qu'on arrive à pointer du doigt les zones grises, on trouve les mots qu'il faut, on s'interroge, on se rencontre. Est-ce qu'on est quand même dans le moment de la boîte à outils? Enfin, je parlais un peu, la question paraît un peu bête. Est-ce que pour les jeunes qui sont ici, alors bon, je suis pas dupe, je pense qu'un certain nombre de vous a déjà commencé sa vie affective et sexuelle, mais en tout cas, vous avez encore des belles années devant vous pour apprendre à mieux vous connaître et à avoir une sexualité de plus en plus épanouie. Et encore, là, on parle de couple. Et vous avez raison de dire que ce consentement dont on parle, ça peut être sur le lieu professionnel, ça peut être dans un cercle amical. On parle aussi de harcèlement scolaire, étudiant. Enfin, voilà, le consentement, il est au sens large. Ma question, c'est ces jeunes-là, le jour où ils se retrouvent dans une position où en fait ils sentent qu'ils n'ont plus très envie, mais en fait là je me suis mis dans une situation où je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut nous leur apporter aujourd'hui que ces questions sont étudiées par chacun de vos prismes? Mais vous pouvez répondre à ce que vous vouliez dire avant, bien sûr. Alors, ah oui, si, je me souviens de ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui font appel à moi en me disant... C'est comme si, en fait, il y avait aussi cette notion de à quel point ça va impacter l'autre. Et moi, je sais qu'il y a aussi beaucoup de victimes qui m'écrivent ou qui m'envoient des vocaux en me disant en fait, je sais que ça va pas te choquer, toi. Et il y a vraiment cette notion de je sais que ça va pas te choquer. Et beaucoup finissent aussi en me disant dis-moi que t'as entendu pire, s'il te plaît. Dis-moi que t'as entendu pire. Parce qu'il y a ce besoin de dédramatiser la situation de non, je suis pas une énième personne comme on entend à la radio, à la télé, dans la presse. Moi aussi, je fais partie de ces femmes-là qui n'ont pas réussi. Et on est là-dedans, pas de ces femmes-là qui se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment avec une personne. Non, c'est de ces femmes-là qui n'ont pas réussi à dire non. Et ça, c'est très, très présent. Et pour répondre à votre question, moi, ce qui marche beaucoup, et ça, on m'en parle beaucoup, c'est
on parle souvent de safe word, donc c'est le fait de prononcer un mot sur lequel on s'est mis d'accord en amont, qui va en fait mettre fin au rapport si parfois le concept du non ou de non j'ai plus envie peut paraître compliqué. On dit coquelicot. Ouais, pâquerette, cacahuète, ce que vous voulez. Très sincèrement, c'est comme vous le sentez. Mais on oublie aussi souvent le safe geste, quoi. Le fait de se dire que parfois, ça peut être je te pince au niveau du coude. Ça peut être parce que vraiment le fait de dire non pendant un rapport sexuel, tout mot qui ne va pas être on se chauffe, on se décrit la scène, on est dans une volonté d'exciter l'autre, paraît complètement impensable dans la tête de beaucoup de personnes. Donc le fait de parfois avoir des gestes, ça peut complètement désamorcer la situation, mais le fait ne serait-ce que d'en parler et de se dire en fait ça peut arriver que dans un rapport, oui j'avais envie, oui j'étais excitée, en fait c'est plus le cas. Ouais. Ne serait-ce que ça, se dire que ça fait partie des possibilités et des probabilités pendant un rapport, déjà ça fait du bien et ça met en garde l'autre. Ça pose en fait une espèce de responsabilité mutuelle qui n'est pas juste si tu n'as plus envie, c'est à toi de me le dire, mais sache que ça peut arriver, donc merci d'être aussi toi vigilant. Donc cacahuète et pincer les coudes. Voilà. Frédéric Gros, je vois qu'il reste à l'écart. Il se dit, je vais laisser les dames s'exprimer, je prendrai la parole quand on me le demandera. Parce qu'elles ont des choses plus intéressantes à dire que... Ah bon, écoutez, merci moi, d'être venu. Simplement, pour dire qu'effectivement, apprendre à dire non, ça c'est vraiment capital, d'autant que là, faut quand même genrer un peu les choses, c'est-à-dire que il peut exister dans l'éducation féminine quand même ça peut être aussi une école de l'acceptation, de la résignation, etc. Il y a quand même le problème, c'est d'échapper à un certain nombre de stéréotypes culturels, hein, qu'on soit une femme ou un homme, c'est ça aussi, parce que la monstruosité, c'est ça aussi. La monstruosité, c'est qu'on veut coller à des représentations dominantes, etc. Et qu'au fond, on n'est pas à l'écoute du désir de l'autre parce que c'est pas ça qu'on veut réaliser, quoi. C'est pas ce... Et je crois que c'est long, qu'il faut, voilà, mais que c'est vraiment un apprentissage de ce que veut l'autre, de ce qu'on veut, et sortir des clichés, sortir des stéréotypes, sortir du cinéma, parce qu'à un moment c'est pas du cinéma, c'est juste de l'intimité. Ça peut être magnifique, mais ça peut sombrer dans l'horreur aussi quand on colle trop à des... Voilà. Vous avez raison, mais c'est vrai que votre solution par rapport à Coquelicot, elle est quand même plus compliquée à mettre en place. Ça va demander un peu plus de temps, mais vous avez raison. Cette petite fille à qui on dit qu'il faut sourire, que tout va bien, va faire un bisou à mamie et arrête de te plaindre. On comprend. Vous vouliez réagir peut-être sur l'aspect peut-être juridique de la chose. Qu'est-ce que... La boîte à outils, je sais que cette question, elle n'a pas de réponse, mais quand même, je vous la pose parce que j'aime bien, moi, qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'il y a au moins des débuts de réflexion là-dessus ou déjà, mieux connaître son droit et qualifier les choses, ça permet aussi d'avoir des réponses internes quand, en fait, on est face à... Bien sûr, je pense que déjà, la libération de la parole, MeToo a quand même aidé certaines femmes et dans mon domaine de spécialité, certaines entreprises à prendre en considération ce domaine. Après, à la boîte à outils, je pense qu'il manque pas mal de choses sur l'arsenal législatif, sur la prise en charge des victimes de viol. Je suis toujours horrifiée quand... alors, moi, je suis pas pénaliste, mais il m'arrive d'avoir des dossiers de viol en entreprise. Et quand en fait, il n'y a pas d'examen de médecine légale parce que la victime n'a pas porté plainte, eh ben, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que on sait très bien que les preuves, la preuve, c'est le nerf de la guerre dans ces dossiers-là. Et si, la médecine légale, il faut y aller très rapidement, évidemment, pour avoir des preuves du viol. Et la victime n'a pas le temps, forcément, ou la disponibilité d'esprit d'aller se diriger vers un commissariat de police, un avocat, à ce stade. Donc je pense que déjà, si on rendait possible pour toute personne qui se disait victime de viol l'accès à un examen de médecine légale, ça serait un immense progrès. Donc ça, c'est vraiment un truc qui manque. Et puis évidemment, une information très en amont des moyens de se protéger pour les victimes, des preuves qui sont recevables au civil, au pénal. Je pense que ça pourrait vraiment aider. Allez-y.
Non, je voulais dire, dans les preuves, on ne parle pas assez des témoins. Il ne faut pas non plus ne pas être en capacité de se positionner en tant que témoin, parce qu'il y a les éléments de preuve, mais il y a aussi dans des situations des témoins, et ces témoins engagés, je les encourage à rester engagés, parce que la temporalité de la justice fait qu'à un moment donné, les témoins ils disparaissent et la victime elle est assez seule. Donc voilà, c'est une manière de trouver des solutions. Non, ne vous excusez jamais de prendre la parole. Concernant les mots, moi je sais que je m'y penche de plus en plus, parce que le début de mon combat militantiste sur les réseaux sociaux a commencé là-dedans, dans le constat de se dire je ne me sens pas représentée dans la langue française, et la langue française et les expressions sont complètement problématiques, et lorsqu'on décrit notre sexualité et l'acte sexuel, c'est vrai qu'il y a tout un champ qui est horrible, et c'est vrai que je me suis posé la question, et en fait en écoutant un petit peu, ne serait-ce que dans mon cercle proche d'amis, de femmes, quand on débriefe d'un rapport sexuel, souvent le lendemain c'est alors du coup c'est passé quoi, vous avez fait quoi, et très vite on tombe dans en fait il m'a fait ci, il m'a fait ça, ensuite il m'a pris comme ça, ensuite ceci. Donc en fait on décrit souvent, et quand j'entendais mes homologues masculins, c'est je lui ai fait ci, je lui ai fait ci, je l'ai pris comme ci, je l'ai pris comme ça, ne serait-ce que l'expression se faire prendre, atroce, on prend un objet, on prend pas un humain. Donc ne serait-ce que comprendre comment est-ce qu'on parle, c'est comme si en fait dans la façon dont on décrivait nos rapports sexuels dans un temps hyper moderne, et dans la façon dont nous on parle, c'est il y a la personne qui fait, il y a l'autre personne qui se laisse faire. Et c'est oui, il m'a plaqué contre le mur, ensuite il m'a roulé une galoche, ensuite il m'a, et c'est il et du coup moi dans l'histoire je fais quoi? Coquelicot. Il y a une chose qui m'avait assez perturbée, je ne vous cache pas, parce que je l'ai répété après. Quand on s'est eu un peu j'ai eu chacun des intervenants pour débriefer un petit peu, évidemment. Et vous me disiez, quand les garçons viennent vers moi avec des questions sur le consentement, c'est pas tant pour savoir si la nénette qui est en face de moi, je fais bien les choses, c'est parce qu'elle n'a pas envie de se prendre un MeToo. Oui. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est super. Enfin, comme moyen de pression. Non, mais dans le sens où qu'on soit au stade où en fait ça fasse tellement flipper que. Mais j'aimerais pouvoir dire qu'aujourd'hui l'idée c'est de se dire comment être sûr que la personne en face de moi je pense dans 5 ans on y sera peut-être un petit peu plus. Là pour l'instant c'est je n'ai pas envie d'être cette personne qu'on va nommer comme mec pas bien. Il y a aussi ça, et le fait que. Je me revoyais, je sais pas, quand j'étais au CP, dans la cour de récré, et qu'on avait des crushs sur des garçons, on courait, et en fait, ils couraient derrière nous pour nous attraper, on était là, non, arrête! Alors qu'en fait, on était OK avec ça. Non, mais c'est... Et en fait, on a toutes et tous vécu des scènes comme ça qui sont atroces quand on y repense. Ou dans des moments, dans tout ce qui est enjeu de séduction, de drague, par SMS, ou au début, sur MSN, Skype, c'était... non, en fait, j'ai pas le temps... parce que pour faire genre, alors qu'en fait on en avait envie. Donc en fait il y a tout un tas de situations dans lesquelles le oui et le non ont été de façon très consciente inversées, qui sont complètement problématiques, qui fait que moi je me retrouve avec plein de garçons qui disent oui mais comment est-ce que quand elle me dit non, je suis sûre que c'est un vrai non. Et puis il y a cette question aussi de mais du coup si la personne n'a jamais essayé, comment est-ce que elle-même sait, ça c'est beaucoup de femmes qui me disent ça, mais si j'ai pas essayé, comment est-ce que je sais que je suis pas consentante? Vous leur répondez quoi? Alors déjà, je vais prendre un verre d'eau, je reviens. Et je leur réponds que c'est hyper compliqué, et que je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour répondre de façon très pragmatique à ces questions. Moi, on peut penser, on peut réfléchir, on peut tourner la langue dans tous les sens, mais cette notion de j'ai le droit de ne pas être consentante vis-à-vis d'une pratique que je n'ai jamais essayée, c'est quelque chose qu'il faut qu'on nous dise qu'on nous dise tout court en fait. Ça c'est des choses qu'on apprend sur le tas, et on se dit oui mais je sais pas, mais du coup est-ce qu'il faudrait peut-être que d'abord que je teste, mais si je me rends compte qu'en fait j'étais pas ok pendant le rapport, toutes ces questions là on n'a pas assez je trouve de repères, et à ce niveau là c'est vrai que d'un point de vue de l'éducation nationale il y a beaucoup de travail à faire, parce que justement comme on l'a dit, le consentement là on l'analyse à travers le prisme de la sexualité, mais ça va bien au-delà. J'aimerais bien qu'on dise un mot de plus sur ce moment-là, parce que je pense que ça, c'est vraiment un moment, tous les moments sont importants, mais particulièrement important parce qu'on voit qu'il y a à la fois la volonté de correspondre à un certain code, une forme de culpabilité, ce moment où l'envie, le désir, on se dit que c'est pas peut-être ce qu'il y a de plus important, on est déjà engagé dans quelque chose. Je vous en prie. Je voulais... c'est-à-dire que j'entends ces explications et je me dis toujours, mais à quel moment on parle d'individualité? C'est-à-dire qu'on est en train de génériquer
des comportements, alors qu'en fait on ne parle jamais finalement de ce qui me paraît être intéressant, c'est l'individu dans sa vie et dans son contexte et son évolution. Et en fait, on est des individus, chacun, on a nos limites, mais on a aussi notre intégrité. Et je pense que quand on veut parler effectivement d'un thème aussi large, on va dire, que le consentement, on essaye toujours de prendre en fait un contexte et de dire est-ce que c'est oui, c'est non. En fait, ça dépend de la personne. Ces personnes dépendantes, c'est toujours un peu la sphère privée, enfin le contact. Nous, on fait beaucoup de tests avec les étudiants dans nos formations pour savoir à quel moment l'autre il devient gênant dans sa sphère et son approche. Et c'est vrai que on l'a vu, et ça dépend aussi des lieux dans lesquels on fait ces sensibilisations. Je pense toujours à l'école de danse où effectivement on parlait du principe du harcèlement sexuel et sexiste, et on disait une main aux fesses, c'est effectivement qualifiable aujourd'hui. Mais quand on parle à des étudiants qui étudient la danse avec des portées et une main aux fesses, on ne peut pas parler de la même façon. Et c'est pour ça que je pense que d'abord il faut prendre le contexte, mais nous on parle de l'intégrité en disant à quel moment aujourd'hui on peut estimer que l'intégrité est une valeur de départ, un postulat de départ. Et l'intégrité de la personne, elle n'est pas située au même niveau parce qu'on va estimer qu'on peut rigoler d'une blague sexiste parce que ça ne nous touche pas, mais pour d'autres c'est insupportable parce qu'il y a aussi tout ce background qu'on n'a pas. On n'a pas été construit sur les mêmes bases. Donc je trouve que c'est important j'entends bien la réponse, on nous demande toujours une espèce de réponse générique, mais on n'a pas. Parce que chaque fois, on a une problématique particulière d'une situation et d'un individu en particulier. C'est vrai qu'en même temps, les chiffres sont tellement énormes et c'est tellement systémique que oui, j'entends et vous avez raison sur ce que vous dites, et en même temps, je suis partagée. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on arrive à peu près à la fin de cette table ronde. Si vous avez des questions, là je vois qu'il y en a, je ne sais pas si on va avoir le temps de prendre toutes les questions. Ah, on va vous apporter un micro. Et on va commencer par Élise Fabing parce que c'est l'anniversaire de son fils ce soir. Alors la vie pro c'est sympa, mais la vie privée c'est hyper important aussi. Donc si vous avez une question pour Élise, elle va vous répondre tout de suite et puis on va la laisser filer. On va vous donner un micro d'abord. Il y a des mains qui se sont levées au milieu, vous pouvez relever vos mains s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah oui. Bonsoir, merci du coup pour cette conférence très intéressante. Moi je me demande, on est dans la salle, on est quasiment que des femmes, si je vois bien, enfin en tout cas une grande majorité, et vous parlez déjà, et c'est super tout ce que vous me dites, mais moi j'ai l'impression, sans prétention aucune, mais d'en savoir déjà beaucoup, et je me dis qu'on doit être beaucoup dans cette salle, donc ma question c'est comment on fait pour toucher l'autre sexe, pour s'adresser à lui, pour le mobiliser aussi. C'est un gros raccourci que je fais, mais c'est une question importante parce que, comme je dis, nous, on est un public aguerri et plutôt, enfin, je vais pas aller jusqu'à dire victime parce que ce serait bizarre de mettre l'autre sexe dans cette situation, mais comment on leur dit, quels sont les dispositifs, même si je sais qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de leur côté de violences sexuelles, évidemment, aussi. Comment on leur dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là des violences avec nos homologues masculins ? Je ne sais pas si c'est éduquer le mot, mais j'ai l'impression qu'il y a une asymétrie de connaissances entre nous, ce qu'on sent et ce qu'on sait, oui. Les filles à nos âges. Et si on en parle avec un groupe de mecs, de garçons, je pense que c'est pas la même chose. D'accord avec. Et pareil, tous les comptes Insta, c'est génial, ils les livrent et les publient Insta, et on est beaucoup de filles à les suivre. Comment on fait pour l'embarquer et à la fois pour pas lui mettre la casquette de vous êtes tous les mêmes, tous des prédateurs, et c'est un peu pareil pour les mouvements féministes ou les manifs dans la rue, c'est toujours des femmes, mais comment on fait si on touche que 50% de la société, on fait quoi? Alors déjà, on se vous voit ou on se tutoie? Ah, c'est je réponds à tout le monde? Ok, très bien. Pour moi, ça se joue dans la sphère des apéros. Ça se joue dans la sphère amicale. Vraiment, c'est la sphère dans laquelle j'ai réussi à faire le plus d'avancées de mon côté. Et c'est en fait, si tout le monde s'attaque à ses amis proches,
déjà, on va pas mal avancer. Après, je suis pas partisan essayer de rendre le sujet cool ou attractif. Par contre, le ramener à en fait, on est tous concernés, parce qu'en fait, on habite tous sur la même planète, et en fait, on fait tous partie de la même société. Là, oui. Par contre, leur faire comprendre que ils font partie d'un système où, en fait, ils n'ont jamais eu besoin d'être confrontés à ces problématiques, parce que en fait il faut recentrer. Là pour le coup on parlait d'individualité, mais là moi ce que j'aime beaucoup c'est faire du macro, c'est en fait rendez-vous compte, et le fait d'illustrer des petites scènes du quotidien en général ça marche beaucoup, mais il y a ce truc de est-ce que c'est vraiment notre taf finalement en tant que femme, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire, est-ce qu'on n'est pas non mais voilà, charge mentale, charge menstruelle, voilà, on a compris. Donc, je pense que ça va être une question aussi d'éducation. Moi, je sais que le fait qu'on en parle de plus en plus dans l'actualité, ça fait que ça les touche aussi. Parce que c'est pas la pote féministe relou qui va me parler de ce sujet-là, mais c'est « Ah, ok, en fait, ça devient un vrai sujet. » Parce qu'en fait, on en parle. Et je pense qu'avec le temps, ça va se faire de plus en plus. Mais si chaque personne s'attaque aux 4 personnes masculines, ou du moins qui se genrent au masculin autour d'eux, et qui essayent, et du moins essayer d'aborder les situations, d'aborder les sujets, moi, je pense que déjà, c'est pas mal, hein. Mais ramener ça via un prisme de... En fait, on est tous concernés, ça vous concerne aussi. C'est pas un problème de femmes, c'est pas un problème qui concerne la moitié de la planète, c'est un problème qui concerne tout le monde. Moi, c'est ma solution. Je joue ça entre 2 Ricards et des olives. En général, c'est plutôt bien. Une autre question ? Bonjour. Je crois que le micro ne marche pas. Ça marche ? Non, mais on vous entend. On vous entend. Oui. Puisque par rapport à votre question en tant qu'avocate spécialiste du droit du travail, je me demandais si vous étiez notamment confronté à des situations qui relèvent, enfin je sais que la prostitution n'est pas un travail, mais si dans le milieu pénal il y a notamment des affaires de viol dans ce milieu, enfin si vous avez eu connaissance d'affaires où ils ont jugé, parce que je pense que la frontière est assez compliquée dans ce genre de métier. Oui, alors je ne suis pas du tout spécialiste de la prostitution, et donc j'ai été une fois contactée par le syndicat des travailleuses du sexe, mais c'est pas allé très très loin, parce que c'est compliqué en tant que femme et féministe de se positionner sur le sujet de la prostitution. Et donc de s'engager ou non dans un travail comme ça avec un syndicat. Voilà, donc j'ai pas suivi ces dossiers-là. Mais effectivement, dans ces types de métiers, je pense qu'il y a des problématiques évidentes de consentement, mais il y a des problématiques de droit du travail tout court. Et il y a un gros problème d'illégalité, hein, surtout. Voilà. Je crois qu'il faut parler de traite. Merci. Vous m'entendez ? Bon, vous n'êtes pas loin. Moi, donc vous avez parlé des potentiellement 10% de victimes qui ne veulent pas juste une oreille, mais qui voudraient être dirigées vers des associations ou quoi. Peut-être que chacune et chacun de vous peut nous donner un nom, une asso, un site vers lequel aller, parce que je sais que quand moi j'ai cherché, je me suis perdue dans Google. Donc, une petite liste. Oui. Alors moi j'ai une liste de psychiatres, de psychologues, effectivement, que je peux donner aux victimes. Sur les associations, je pense que voilà, on a quelqu'un de très présent ici, avec une association qui fait un travail extraordinaire. C'est vrai que j'oriente quand même beaucoup vers des professionnels de santé. Je pense que l'avocat a son rôle aussi extrêmement important, tant sur la prévention, l'information que sur le suivi. Et il est important quand même qu'il y ait des procédures, parce qu'on a quand même un découragement face à notre système de justice, une défiance aussi, qui est compliquée. Et en fait, je pense que, alors je vais parler sur tout mon domaine, mais c'est pareil en pénal, que plus on aura de procès, plus on aura de jurisprudence, plus on pourra faire avancer la cause. C'est aussi la théorie de la carotte et du bâton. On a vu que la carotte, ça fonctionnait pas très bien sur la prévention des violences sexistes et sexuelles en entreprise. Je parlais de ce que je connais bien. C'est vrai que si on avait des jurisprudences dissuasives, des condamnations exemplaires,
d'entreprises qui ont permis ce type d'acte fautif. Ça serait déjà une grande avancée. Et c'est vrai qu'il faut que les victimes aussi, il n'y a pas d'injonction, mais ce serait bien que les victimes aient confiance en la justice et puissent nous aider à faire avancer le droit et à atteindre le législateur. Voilà. Alors, trouver des ressources dans le milieu de la santé, dans le milieu judiciaire. Frédéric Martz, venir vous voir. Oui, j'ai beaucoup de mal à dire venez chez nous parce qu'il y a d'autres associations effectivement qui œuvrent. Simplement, il faut mesurer ses besoins. D'abord, souvent les victimes viennent en ayant un besoin précis. Je veux voir un psychologue, mais en fait, ça se passe pas comme ça chez nous puisque elles ont pas mal d'étapes à franchir puisque nous on veut mesurer. La victime n'est pas toujours censée connaître ses besoins. Elle va avoir un besoin psychologique, mais d'un seul coup s'ouvre finalement la possibilité de judiciariser sa situation. Nous on n'est pas un lieu dans lequel on veut faire de la justice à coûte que coûte, mais en fait on laisse à la victime la possibilité de voir tous les univers qui s'ouvrent parce que souvent les gens ne connaissent pas leurs droits, les femmes ou les victimes ne connaissent pas leurs droits. Donc c'est important d'ouvrir en fait tous ces champs. Mais également, les victimes ne connaissent pas aussi l'état de santé et l'impact sur leur santé. Et je sais que pour avoir suivi un collectif qu'on connaît très très bien, un collectif qui s'était saisi d'une situation de violence, là aussi je veux alerter sur une chose, c'est que quand un collectif se constitue, en fait on est sur une mobilisation d'un collectif et on est porté par le collectif. Mais quand on prend les individus dans ce collectif, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de signes, on va dire, de dégradation de leur santé. Alors je vais vous donner un exemple. Ah oui, je ne me rendais pas compte que tous les soirs, finalement, j'avais un mal de dos récurrent, etc. Tout ça, c'est des signes cliniques que la victime n'est pas censée percevoir tout de suite. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir, enfin, dans ce résumé que je voudrais vous donner, c'est une victime aujourd'hui, on ne peut pas donner une liste d'associations, ça serait un peu, on va dire... pour ma part, c'est un peu difficile de le faire. Je sais qu'il faut déjà identifier les besoins exprimés. Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite plus d'une prise en charge, on va dire, juridique? Moi, je ferai une synthèse, il faut tout ça. Tous ces acteurs que sont le psychologue, le juriste, peut-être le médecin, peut-être l'infirmière. Pourquoi? Parce que... en fait, ce qu'on a constaté, nous, par exemple, c'est que les victimes n'ont souvent pas de chance et n'accèdent pas facilement au psychologue. Pourquoi? Parce que ça coûte quelque chose. Enfin, aujourd'hui, un psychologue, c'est 60 € et on n'y accède pas facilement. D'où, et c'est vrai que notre organisation s'est imposée la gratuité, l'accès gratuit à tous ces professionnels. Ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'ils sont gratuits pour la victime, qu'ils ne sont pas de grande valeur. Donc, je crois que ça aussi, c'est peut-être voir un peu, si vous êtes universitaire, si l'université a conventionné ou a fait quelque chose qui fait que vous pouvez rentrer dans des processus de prise en charge qui ne vous imposent pas encore les coûts. Parce que je sais que les victimes ont malheureusement souvent mettre le frein sur l'aspect psy en disant non, pas de psy, soit parce que le psychologue il est un peu interprété comme je ne suis pas folle. Mais ce n'est pas la folie qu'on traite, hein. C'est le symptôme que l'on voit apparaître, ou voir les besoins médicaux qui ne sont pas exprimés. Et combien de fois on trouve des jeunes filles qui disent non, je n'ai pas de problème de santé, et on découvre qu'elles ne sont plus allées chez le gynécologue depuis de longs mois. Donc c'est important de vous dire que faites confiance à des organisations qui sont pluridisciplinaires, parce que là vous allez embrasser toute la problématique des violences de ceux dont a besoin la victime. Camille, un conseil de... Moi j'allais donner une liste, mais du coup... C'est ça, quand on a plusieurs intervenants qui est bien, c'est qu'on a plein de réponses différentes. Oui. Non, l'association Nous Toutes, quand même très connue, maintenant et en avant toutes. Moi, avec qui dont je suis très proche. Et ensuite, il y a le planning familial, qui reste aussi, en plus de ça, des lieux physiques dans lesquels on peut se rendre, et qui permettent déjà je pense... un premier accès, le fait de se déplacer dans des espaces, c'est ça aussi qui est toujours un peu compliqué comme démarche, mais moi, ça serait ces trois-là. Et il me semble qu'en avant tout, on a un chat en ligne, ce qui permet d'échanger. Donc de processiser aussi le fait de rentrer en contact avec des personnes. Frédéric Gros, peut-être... Non, c'est pas votre sur domaine. Sciences Po, oui, c'est pas... Mais enfin, Solène, évidemment, sera
Prête à vous accueillir, et le pôle santé qui est gratuit pour la prise en charge. Oui, bonjour, je suis référente égalité et lutte contre les VSS à Sciences Po, et je voulais ajouter que nous, par exemple, on a un partenariat à Sciences Po avec France Victimes, qui est justement à cette approche pluridisciplinaire et qui permet d'avoir une écoute gratuite, confidentielle, et avoir des conseils juridiques, et également sur le plan de l'accompagnement social. Donc c'est pour ça qu'on a loué un partenariat avec eux. Après, on est ouvert, évidemment, il y a plein d'autres associations, mais nous, voilà, c'est la politique qu'on a à Sciences Po. Et c'est vrai que pour les avoir rencontrés au niveau local, puisqu'ils sont présents sur tous les campus, il y a une antenne locale là où sont nos campus. Pour les avoir rencontrés en présentiel, c'est vrai que, nous, pour l'instant, on est assez satisfaits, mais c'est vrai que ce sera très important qu'on ait le retour des étudiants sur cette première année. Mais nous, en tout cas, c'est notre partenariat actuel. Alexandre, vous vouliez... non, c'est Sciences Po aussi? Ou vous avez une association que vous voulez... Non. Je sais aussi qu'à Sciences Po, je crois que le collectif Garth met en place une cellule d'écoute et d'aide et réoriente aussi en fonction des besoins, des attentes des personnes qu'elles reçoivent. Si vous êtes OK, on va continuer avec les questions. On va vous remercier, Élise Fabing. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions. Bonsoir, merci pour vos interventions. J'ai deux petites questions. D'abord, une sur... c'est pas mal revenu plusieurs fois, la question de l'éducation, et qui serait vraiment centrale, en fait, pour après endiguer toutes les violences sexistes et sexuelles. Et il y a vraiment un vrai problème de l'éducation au consentement, et de juste ce que Alexandre disait au début, que généralement, c'est après coup qu'on réalise qu'en fait, il y avait un problème dans cette relation, parce que on nous a pas appris à dire non, etc. Et donc et pourtant il y a une loi depuis 2001 qui oblige à avoir 3 cours d'éducation à la vie sexuelle et affective par niveau et par an. Donc on aurait dû, sauf que je pense que personne ne les a eu, ces classes, donc c'est pas du tout appliqué. La loi est là, il n'y a pas des formations, alors ça va être, si on a eu, je pense que tout le monde peut témoigner, les seules interventions qu'on a eues, ça va être comment mettre un préservatif sur un pied de chaise. Et du coup, moi aussi j'ai eu ça il y a 20 ans. Mais du coup, déjà, première question sur est-ce que c'est un levier qui est pertinent de passer par la loi pour vraiment que dans l'éducation nationale, il y ait des vraies formations? Je pense que oui, mais est-ce que à quel point vous pensez que c'est quelque chose de faisable aussi d'insérer la notion de consentement dans cette éducation à la vie sexuelle et affective? Et deuxième question, du coup, c'était par rapport, Élise est partie, mais c'était par rapport à la justice. En fait, comme Camille disait, il y a un gros problème avec la justice, rien que le fait que pour énormément de victimes, c'est même pas une option envisageable de se tourner vers la justice pour faire face à des situations d'agression. Et comment est-ce que résoudre ce problème-là et donc un peu redonner confiance en la justice, ça peut passer par des lois. Donc par exemple, comme l'Espagne a fait fin août, est-ce que comme une loi en mettant le consentement au centre des relations sexuelles, ça peut être... est-ce que ça apparaît comme une bonne idée pour faire progresser? Parce qu'aussi, par exemple, je sais que la loi en Espagne, au final, pour l'instant, le résultat, les condamnations sont bien moindres que c'était avant, donc c'est aussi questionnable, mais voilà. D'abord, merci pour cette contribution très riche. Je ne suis pas persuadée qu'on ait un intervenant, soit Éducation nationale, mais vous avez tout à fait raison, pour l'avoir traité sur France Info il y a peut-être 15 jours, j'avais une intervenante qui me disait on a ces 3 heures annuelles obligatoires à partir de la 6e jusqu'au lycée, c'est hallucinant. Et en fait, les établissements scolaires n'ont pas le temps ou n'ont pas d'intervenants formés, et du coup, c'est poussé par la porte en disant on le fera plus tard, et puis ça se transforme à on n'a pas terminé le programme. Donc effectivement, on a avancé théoriquement, on n'a pas avancé pratiquement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui se sent à l'aise. Ah super, Camille. Alors, les établissements ont le temps, les établissements ne veulent pas. Les établissements sont gênés. Et les directeurs et les directrices d'établissements ne veulent pas assumer ce qui va arriver après d'un point de vue des parents. Donc en général, c'est ça. Moi, après, j'ai sorti Ado-Sexo en juin dernier. L'idée, c'était d'aller dans les collèges et dans les lycées. Et j'ai beaucoup
de directeurs et de directrices d'établissement qui m'ont dit, en fait, je ne peux pas gérer le flot de parents qui vont me dire qu'on incite leurs enfants à la sexualité. Ça, c'est un vrai sujet. Je ne suis pas sûre que les personnes qui doivent parler d'éducation et qui doivent faire de l'éducation sexuelle et affective dans les établissements sont des personnes qui doivent être rattachées à un établissement. Moi, je crois plutôt à des personnes externes qui vont venir faire des interventions au sein des établissements, parce qu'il faut quand même que ce soit un sujet qui ne gêne pas la personne. Moi, je sais que pendant tout mon cursus scolaire, j'avais des profs pour qui c'était inenvisageable de parler de sexualité, et je peux tout à fait comprendre, et je pense qu'il faut respecter ça. D'autant plus qu'en tant qu'élève, on a besoin d'avoir cette notion vraiment de confiance et cette notion de est-ce que c'est quelqu'un avec qui je me sens à l'aise de parler de ces sujets-là, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de partager ça. Donc moi, je crois plus à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de la santé sexuelle, mais que ce soit plutôt des personnes à l'aise avec lui. Moi, je me compte dedans, accompagné de professionnels de la santé sexuelle. Mais il suffit de regarder le programme de sciences. En fait, on ramène la sexualité à un truc scientifique. C'est un programme d'SVT. C'est comment tomber enceinte, comment ne pas tomber enceinte, comment ne pas attraper le sida et comment mettre une capote sur un pied de chaise ou une banane. On finit par faire des ballons avec à la récré. Donc je pense qu'il y a quand même la question de dans quelle matière on la met. Moi, je trouve que j'avais des cours d'éducation civique, il me semble. Je trouve que la notion de sexualité et d'éducation affective rentrerait plus dans une matière qui est l'éducation civique, bien plus que les sciences et le SVT. Mais ça fait partie des réflexions, hein, quand on voit les chiffres abominables. Enfin, maintenant, il y a des viols dans les collèges et dans les toilettes des collèges et des lycées. Donc, on peut même plus se dire l'argument qui consiste à dire ça ne nous concerne pas, ce n'est pas dans notre état, ça fait partie de la vie extérieure à l'école. Ce n'est pas vrai. Ça marche même plus. Mais la question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de prendre à bras le corps le sujet, de débloquer des budgets, de faire venir des personnes et je cite toujours cet exemple de pourquoi est-ce que cette réflexion de j'ai peur que ça incite mon enfant ne marche que pour cette notion-là. On n'a pas peur que nos enfants colonisent après les cours d'histoire. Donc, merci d'être cohérent, quoi. Alors, Frédéric Gros a avancé les 2 micros. Alors là, il y a quelque chose à dire. Non, je voulais juste, parce que j'étais pas sûr qu'il marchait, juste ajouter que par éducation, c'est vrai qu'il y a les formations de l'éducation nationale, mais je trouve que plus largement, le problème, c'est que les enfants, les adolescents sont traversés par beaucoup d'énoncés, de stéréotypes, de clichés qui passent pas par l'école, qui passent par les séries, qui passent par la musique, etc. Et ça, c'est vraiment très... et ça, on a très peu de prise là-dessus, mais je veux dire, c'est très impactant quand même. C'est très impactant, les modèles, qu'est-ce qu'on héroïse, qu'est-ce qu'on crédibilise. Je trouve que c'est aussi très... c'est des impacts très forts. Et juste avant que vous interveniez, et replacer aussi le sujet autour de la responsabilité. C'est pas un choix. C'est pas est-ce que je suis à l'aise avec le sujet pour en parler à des ados, à des enfants dans le cadre scolaire. Il y a une notion de responsabilité. Et d'un point de vue des parents aussi. En fait, c'est plus, pour moi, ce débat très binaire de est-ce que c'est à l'école ou est-ce que c'est dans la famille qu'il faut qu'on... En fait, tout le monde doit s'y coller, voilà, c'est tout. Et que ça gêne les parents ou non, en fait, j'ai envie de dire que la question n'est pas tellement là, et pareil pour l'éducation, parce que ça s'inscrit dans une lignée de on vous a appris à manger, à parler, à être poli, à se laver les mains, et l'éducation sexuelle fait partie de la lignée. Donc l'éducation, que ça soit nationale ou familiale, ne s'arrête pas là où les personnes ne sont plus à l'aise. Ouais. L'école, la famille, les amis. Et quand même pour l'école, oui, bien sûr, juste une anecdote. J'ai quand même un fils de 3 ans et un autre de 5. Et mon fils de 3 ans m'a dit hier, j'aime pas les filles. Alors autant vous dire que c'est pas moi qui lui dis ça. Et je lui disais, mais comment ça t'aimes pas les filles? Pourquoi t'aimes pas les filles? C'est quand même, il déteste la moitié de la population mondiale. Enfin, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai raté? Et il me dit, parce que les filles, tout ce qu'elles veulent, c'est être amoureuses. Et là, j'ai fait, oh, alors les dessins animés, l'école, les jeux, il y a un moment donné où en tant que parent, on se retrouve des fois aussi face à des choses qu'on doit expliquer alors qu'on ne pensait pas y avoir participé. Et j'espère pas d'ailleurs, mais il m'a fait peur. Donc c'est dire que parler avec son enfant, c'est aussi et pas croire qu'on le connaît par cœur parce je l'ai quand même poussé, hein, il a grandi en moi. C'est déjà un présupposé de comprendre très vite qu'ils sont autonomes, qu'il y a un faisceau de mondes qui sont autour d'eux, qui sont extérieurs à nous, et que les interroger en permanence nous permet aussi à nous de pouvoir réaiguiller le tir ou au moins de voir l'étendue des dégâts. Merci de me redonner le micro. En fait, c'était juste pour revenir sur l'éducation et la formation.
Alors, à l'Université Paris-Cité, on a une énorme faculté de santé, typiquement. Et ça fait partie ou de psycho, ou c'est-à-dire que c'est des personnes et c'est des étudiants qui, à terme, vont être en face de populations diverses et variées et qui vont recueillir la parole. Donc il y a tout un travail de préparation à recueillir la parole et savoir quoi en faire. Et c'est un vaste sujet. Alors c'est vrai qu'on se fait aider de Women Safe, mais nos propres étudiants et nos propres étudiantes ont des choses à raconter aussi, parce que l'hôpital, c'est pas non plus forcément la panacée de... Voilà. Donc il y a plein... C'est très 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 difficile de recueillir des paroles alors qu'on vit soi-même des choses. Donc comment on peut réveiller ses propres démons pour certaines ou certains. Donc c'est tout des processus qui vont être longs, qui vont être difficiles, qu'il faut accompagner et accompagner alors qu'on est soi-même parfois soumis à des pressions, ça peut être compliqué. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un président qui a proposé, qui a demandé en injonction que tous les étudiants en santé donnent une semaine dans leur formation en 3e année, qui s'appelle le service sanitaire, pour aller faire la formation des jeunes, que ça aille... Alors, c'est pas stigmatiser les jeunes, mais généralement, ils vont dans les écoles. Et bon, alors, ils apprennent à laver les dents, en disant que l'hygiène buccale, c'est important. Mais aussi, il y a tout un accompagnement de santé sexuelle. Bah, c'est important aussi. Non, mais il y a toute une gamme d'apprentissage de la santé sexuelle. Ça veut dire que tout étudiant, maintenant en santé, a une formation à pouvoir parler et à pouvoir aller dans les écoles pour en parler. C'est pas non plus la panacée, mais c'est des petites choses qui permettront à terme de faire changer les choses. Absolument. Et donc, encore une fois, vous parlez du coup de à terme. Moi, je parle de maintenant, parce que l'urgence est maintenant. Voilà. Et ce que je dis, c'est qu'en dehors de ces étudiants, il y a aussi des personnes de bonne volonté qui sont prêtes à accompagner, qui sont prêtes à être accompagnées par des professionnels de la santé sexuelle à qui on n'ouvre pas les portes des établissements. Et ça pourrait se faire maintenant. Alors, je suis obligée de vous dire qu'on va passer à la remise des prix du concours vidéo. Sauf que moi, à chaque fois que je faisais des conférences, à chaque fois, je n'osais pas poser ma question et je levais ma main à la dernière. Donc, je vous propose, il y a une jeune fille qui a le micro là et il y a un jeune garçon qui a la main levée. Je vous propose de poser vos 2 questions, comme ça on y répond, personne n'est frustré et on passe ensuite à la remise des prix. Allez-y. Merci beaucoup. J'allais être frustrée. Non, c'était aussi pour rebondir sur ta question sur... ces garçons, comment on fait en sorte qu'ils comprennent. Moi, je pense que ces garçons, ils comprennent très bien ce que c'est que le consentement et qu'il y a une vaste impunité qui est là. Et je pense qu'on ne l'a pas traité. Aujourd'hui, on a beaucoup traité de consentir. Les filles, comment apprendre à dire non, comment dire des mots. Je pense qu'un garçon, tout bien fait comme il est, et même ici à Sciences Po, on l'a vu avec Sciences Po, sont très bien capables de comprendre quand une fille n'est pas d'accord. Et on ne traite pas de l'impunité et aussi du système dans lequel on est politique. Et je pense que cette question de l'impunité, ça aurait été intéressant d'en parler dans cette conférence sur MeToo. C'est très bien, on terminera avec. Et le jeune garçon là-haut, comme ça on a les 2 questions. Et par contre, il faut parler fort. Allez-y, attendez, j'arrive. Le sprint. Est-ce que je peux en profiter pour poser ma question ? Bonjour. Bonjour. Je me demandais si je pouvais en profiter pour... ou j'attends après, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais une question parce que je suis étudiante en sciences du langage et je m'intéresse à la notion de consentement. Et je me posais la question, vu que vous en avez un peu tous parlé, du fait que c'est un phénomène qui prend une ampleur un peu culturelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un modèle d'énonciation, ça fait la transition avec l'éducation sexuelle, qu'il y a un modèle d'énonciation qui se met en place sur une façon de faire et une façon de ne pas faire consentir ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la question ? Juste que mon cerveau imprègne. Juste répéter la question. Ma question, c'est, en gros, est-ce qu'il y a une façon de dire le consentement qui arrive en ce moment avec, justement, tout ce qui s'est passé avec MeToo, tout ce qui s'est passé après, et avec toute cette problématique d'éducation sexuelle ? Est-ce qu'il y a un modèle qui se met en place sur la façon de consentir ? Donc pendant les rapports, on est d'accord ? On parle de pendant les rapports ou de globalement de la façon dont on parle de consentement. Je parle du consentement en général dans la sphère affective, donc ça implique les rapports forcément. Impunité, champ lexical, ou façon d'expliquer le consentement
Alors moi, c'est une question par rapport à l'éducation. Enfin, c'est pour revenir sur l'éducation. Et c'était par rapport au fait que malheureusement, j'ai l'impression, de ce que j'entends dans mon milieu professionnel et des choses comme ça associatifs, chez les enfants, que même en école primaire, il y a un nombre d'agressions qui sont faites et une exposition. En fait, vous avez parlé notamment des séries, des films, enfin de ce que les jeunes vivent en dehors, mais en fait, tout simplement, la pornographie et les portables, ils sont juste de plus en plus présents, plus jeunes. Et du coup, comment est-ce que vous, quatre, dans des milieux associatifs, institutionnels assez élevés et avancés sur les questions, est-ce que vous avez bien conscience que dans les écoles primaires, c'est un problème et que c'est même pas au niveau du collège qu'il faut commencer à aborder ces questions? En conscience, oui, puisqu'on est déjà sur le terrain. Moi, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que les enfants, aujourd'hui, sont victimes de formes de violence que je n'avais pas imaginées. Évidemment, beaucoup de violences sexuelles, mais non traitées. Et que quand une violence n'est pas traitée, elle se répète. Donc, ce que vous dites, c'est est-ce qu'on est conscient de tout ça? Oui, on l'est. Il y a une aggravation, je dirais pas que c'est une aggravation, mais c'est plutôt, on en cerne plus les origines, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, dans les rapports entre enfants, il y a des choses qui se mettent en place, au-delà évidemment de la pornographie qui incite pas mal, mais il y a aussi quand même beaucoup d'enfants qui ont été victimes auparavant de violences et qui répètent les violences dans un contexte collectif. Donc ça aussi, c'est la notion de précocité des violences. Et puis il y a une chose qui me trouble, parce que vous êtes un jeune public, on va dire, vous n'avez jamais mis le mot transgénérationnel. En fait, la société, on ne peut pas couper en deux la société, les vieux et les jeunes. Donc il faut embarquer aussi une autre, on va dire, partie du monde, de gens qui ne comprennent pas ce que vous leur dites. Et je vous assure qu'on est frappé dans ce rapport, quand on parle du consentement à des personnes à qui on évoque que c'est impossible de ne pas permettre à la personne d'évoquer le consentement. Elle nous dit non mais c'est bon là. Voilà. Et on est aussi confronté à ça. C'est important de vous dire que moi j'essaie de percevoir cette avancée. Vous êtes finalement la jeune population, vous poussez les portes vers une évidence. Mais il y a une autre évidence, c'est que l'autre génération plus âgée, et qui sont aussi peut-être vos enseignants, eh ben, ils ne sont pas du tout sur les mêmes rapports aujourd'hui. Ils n'ont pas encore intégré ce que vous revendiquez. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre ce soir dans ce que j'entends dans le partage. Évidemment, j'ai peut-être pas tout à fait répondu à ce que vous disiez au niveau des violences dans l'utilisation de la pornographie. Évidemment, ça n'existait pas avant, cet accès à la pornographie. Je crois qu'il y avait Canal+, qui donnait un créneau horaire qui permettait de voir un petit peu de pornographie. Aujourd'hui, on met un mot un peu simple, on accède facilement à la pornographie. Donc, pour moi, toute l'éducation, même si on veut la freiner, même si on veut être des bons parents, eh bien, il y a des fois où on ne maîtrise pas tout, parce que dans cet autre collectif que sont les écoles, que sont les lycées, eh bien, il y a une autre culture qui s'installe de l'accès au tout est possible, quoi. Voilà. Juste à titre indicatif, on a impunité, champ lexical, porno. Ok, je commence par porno. Ok, Camille. Pour répondre à la question, moi, quand j'ai posé la question aux ados entre 14 et 18 ans, la deuxième raison pour laquelle ils regardaient du porno, c'était pour apprendre. Donc en fait, la raison principale pour laquelle les ados vont sur des pornos, c'est parce qu'en fait, il n'y a personne qui répond à leurs questions. Donc, à mon sens, faire de la prévention et expliquer déjà ce que c'est que le porno, mais très tôt, parce qu'en fait, moyenne d'âge du visionnage du premier porno en France, c'est 9 ans. Donc quand on parle des questions de sexualité à partir de 6 ans, c'est trop tard. Il faut commencer à 1 an. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas ça le sujet. On peut parler du corps, on peut parler de ce qu'on a entre les jambes, on peut parler... 6 ans, c'est trop tard. La moyenne d'âge du visionnage du premier porno, c'est 9 ans, c'est-à-dire qu'il faut s'y prendre avant, pour ne serait-ce que parler de pornographie, pour que ces images-là soient visionnées en sachant ce qu'on regarde, et pas comme le meilleur espace audiovisuel où on va pouvoir enfin répondre à mes questions de façon concrète en moins de 3 minutes. Ça, c'est pour répondre sur la question de la pornographie. Donc, attends, je vais compléter, parce qu'on l'avait traité sur France Info, puis comme je suis une vieille, j'ai tout noté dans mon téléphone. Yeah. C'est dire qu'on connaît la problématique, parce qu'en fait, là, en gros, on a longtemps fait confiance, enfin, c'est pas moi, hein, l'État au site pornographique, parce que tu devais cliquer, j'ai plus de 18 ans. Voilà. Une fois que tu avais cliqué, tu avais 14 ans et demi, tu pouvais voir ce que tu voulais. Donc là, maintenant, devant le tribunal, l'ARCOM, donc l'ancien CSA, demande que ces sites, enfin les 5 plus gros sites, soient purement et simplement interdits aux plus jeunes. Donc j'imagine pas
par défaut, je ne connais pas les algorithmes et tout, c'est votre génération, mais là où il y a des portables avec autorisation parentale, ce sera automatique. Et il y avait ces chiffres d'un sondage Opinionway de 2018. 33% des enfants de 12 ans ont déjà été exposés à des films, à des images pornographiques. 62% des enfants de 15 ans. Et surtout, ce sondage du ministère de la Santé que je trouve l'un des plus édifiants, 44% des jeunes qui ont des relations sexuelles disent reproduire ce qu'ils ont vu. Donc sur l'état des lieux, je pense qu'on est conscient. Maintenant après, quand on sait qu'on a quasiment un film porno dans la poche grâce au téléphone portable, bah, c'est en cours, c'est devant les tribunaux. Voilà pour ma contribution. Non, mais donc je pense qu'en fait, on aura de plus en plus de téléphones et de plus en plus jeunes. Donc en fait, pour moi, l'énergie, elle est vraiment à déployer sur qu'est-ce que vous regardez, en fait, quand vous regardez du porno, pour qu'en fait, on arrête de prendre les plateformes pornographiques comme des plateformes audiovisuelles d'éducation sexuelle. C'est véritablement ça. Mais la raison principale, en fait, l'une des meilleures façons de retarder cet âge-là, c'est de parler de sexualité. C'est en fait, si on a autour de nous, via des liens familiaux, amicaux, professoraux, les réponses à est-ce que mon sexe, il est bizarre, ou est-ce que je suis bizarre, est-ce que c'est normal de faire ce bruit, est-ce que c'est... En fait, on n'aura pas envie d'aller sur Pornhub. Pour répondre à votre question. Sur l'impunité, le champ lexical ? Ouais, je voulais juste donner des éléments de réponse, disons, en 2 points. C'est que par rapport au modèle d'explicitation, d'échange sur le consentement, ça m'a fait penser à un ouvrage de la philosophe féministe Manon Garcia qui est sorti l'année dernière et qui propose justement de s'extraire du consentement comme contrat dans sa matrice contractualiste, mais qui essaye de le penser comme une conversation et de penser une conversation entre les sexes, une conversation comme une conversation sexuelle. Et donc ça peut donner aussi des pistes pour repenser d'une nouvelle manière le consentement sexuel. Et après, effectivement, pour rebondir sur la question de l'impunité, mais aussi de ce que tu as dit sur... qu'effectivement, on a beaucoup parlé et moi-même de la zone grise, comme les femmes disent non, ne savent pas dire non, etc. Et je pense que ce serait une erreur d'interpréter ça comme une surresponsabilisation des femmes à l'égard du consentement et de dire, bon, elles ont elles-mêmes la charge mentale et uniquement elles, en fait, la charge mentale d'apprendre le consentement, d'apprendre ce que c'est que le consentement. Je pense que oui, ce serait vraiment une erreur et qu'au contraire, ça viendrait davantage travailler. Alors, je ne veux pas forcément ouvrir toutes les discussions sur la justice pénale, le champ pénal, etc. Mais il y a un critère en droit pénal qui est celui de l'intentionnalité. Et effectivement, il faut que l'auteur ait eu l'intention de violer, mais mettre en perspective ces zones grises et ces manières de répéter que céder n'est pas consentir, etc. Ça vient aussi peut-être travailler ce que c'est qu'avoir l'intention de violer et de savoir quand l'autre consent ou ne consent pas. En tout cas. Oui, bien sûr, Frédéric. Non, mais juste une phrase. Il y a une notion, c'est-à-dire le consentement, ça, effectivement, dans la posture d'énonciation, comme vous dites, c'est un jeu, je consens, je m'engage, etc. Mais c'est vrai que le problème des violences sexuelles et sexistes passe aussi par le consentement présumé, c'est-à-dire la manière dont on va présumer le consentement de l'autre. Elle n'a rien dit, donc elle consentait. C'est la manière dont ce consentement fonctionne comme une espèce de codage de l'attitude de l'autre. Elle n'a pas résisté, elle n'a pas crié, je genre fort, et ça c'est du consentement présumé. Et je veux dire, s'il y a quelque chose qui est très précieux, ce qu'on appelle évidemment la présomption d'innocence, mais le problème c'est que contre les femmes, ce qui se joue, c'est la présomption de consentement. C'est-à-dire, on va aller présumer leur consentement par une espèce de codage comme ça, mais qui est très culturel. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que dans la loi espagnole, elle insistait sur l'idée du consentement explicite. C'est un consentement... je veux dire, ça se présume pas tant que ça. Il y a un moment où il faut quand même que ce soit explicité. Il faut quand même qu'on trouve des codes. Ça peut être des... Voilà, faut en parler avant, quoi. Faut en parler avant. Ou sans ça, on va présumer. Et j'allais dire, les bons hommes ou autres vont dire, mais enfin, moi je pensais pas. Mais enfin, elle était consentante. Ou alors, j'y connais rien, etc. C'est-à-dire, vous avez des choses où... Voilà. Donc, cette notion de consentement présumé me semble très importante à articuler. Alors avant je veux juste vous dire une chose, c'est que on va remettre les prix pour la vidéo étudiant, alors que j'ai vu. Et c'est vrai que, comme disait l'une d'entre vous, vous avez
plus que nous, dans vos chairs parfois, conscience de ce qu'on a raconté ce soir, et vous avez peut-être déjà connaissance de peut-être 80% de ce qui a été dit. D'abord parce que c'est grâce à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui avez investi les réseaux sociaux, c'est vous qui vous êtes organisés parfois anonymement, et puis parfois vous avez poussé la porte d'un cabinet d'avocats, vous êtes allé voir des personnes qui parlaient fort pour pouvoir vous exprimer, et ça c'est quand même un combat qui à votre jeune âge, enfin même si vous êtes des adultes, mais qui sert à tout le monde et notamment aux générations suivantes, aux mères que nous sommes aujourd'hui qui vont avoir des garçons ou des filles, aux adultes que vous serez après. Alors, je comprends la patience. Moi-même, j'aimerais bien qu'on en soit plus loin, puisqu'on voit bien que 5 ans après MeToo, à tous les étages, il y a encore énormément à faire. Donc, j'aimerais énormément remercier les intervenants, Élise qui est partie, qui ont été là avec nous aujourd'hui, qui ont répondu à ces questions. Vous remercier aussi, vous, d'être venus aussi nombreux, et au travail, vous, que vous avez fait, qui permet ce genre de conférence et faire avancer sur ces questions qui sont extrêmement sensibles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors vous allez comprendre, vous allez les voir évidemment. On va appeler pour chacun des prix un remettant. On va regarder la vidéo et ensuite le gagnant ou la gagnante ou les deux viendront dire un mot. On va commencer par le 3e prix et on va accueillir Claire Favre pour remettre ce prix, directrice de recherche au CNRS et référente égalité pour la faculté des sciences. Merci, merci beaucoup. Ouais. On va commencer par voir la vidéo de la lauréate. J'annonce le... Oui. Donc pour le 3e prix, la lauréate et réalisatrice est Raphaël Camarca de Sciences Po, avec pour intituler « Et maintenant je fais quoi ?» Et donc on va voir sa vidéo avant de lui remettre son prix. Bonjour maître, je suis désolée de vous déranger, merci beaucoup d'avoir répondu. Je vous appelle parce que j'ai besoin d'un conseil juridique sur... Je crois que j'ai subi un viol. Et je sais pas ce que je dois faire. D'accord. Je suis désolée de vous demander ça, mais j'ai juste besoin d'un tout petit peu plus d'informations pour pouvoir vous aider. Oui, je comprends. Alors, pour vous expliquer, j'étais à une soirée cet été. Il y avait un mec sympa avec qui on a discuté, on a bien entendu. Puis on a bu et puis j'étais fatiguée et je suis allée me coucher. Et là, le mec rentre dans la chambre, il s'assoit au bord du lit. On a commencé à s'embrasser et j'ai été consentante à ce moment-là, je crois que j'en avais envie. Et après, ça allait hyper vite. Et je sais que j'en avais pas envie et je sais que j'ai repoussé ses mains, que je lui ai dit que j'étais fatiguée, mais il s'est pas arrêté. Un bisou ne veut rien dire. Ça ne remplace pas un oui. Mais merci. Mais c'est juste que j'ai pas dit non et du coup j'ai peur que ce soit interprété différemment, j'ai peur que les gens sachent, j'ai peur qu'on me croie pas. Je comprends. Déjà, l'absence d'un non ne veut pas dire oui. Le plus important dans ces moments, c'est de penser à soi et ce dont on a besoin. Souhaitez-vous qu'un juge exprime son avis, qu'il y ait une forme de justice, qu'on écrive ensemble directement une plainte au procureur? Est-ce que ça vous aiderait à vous reconstruire, à vous sentir mieux? Ou est-ce qu'au contraire, la procédure, qui peut aussi être très difficile, vous semble trop lourde? Avec le temps, des éléments utiles à l'enquête souvent disparaissent. Il faut donc se demander, et je sais combien c'est délicat, mais il faut se demander ce dont vous avez besoin maintenant pour vous sentir bien, et ce dont vous aurez besoin également dans 10 ans, pour ne pas regretter. Moi, je vous crois. Je vous représenterai aussi, et je serai à vos côtés si vous le souhaitez.
N'ayez pas peur de faire valoir vos droits. N'hésitez pas, croyez en vous. Mais surtout aussi, pensez à vous. Est-ce que Raphaël est avec nous? Bonsoir, désolée pour le son, je l'ai refait hier soir, mais je l'ai envoyé trop tard à la régie, donc il y avait des petits... C'était pas très qualitatif. J'ai pas préparé de mots, mais je tiens juste à remercier Lucille qui joue dedans, parce que je l'ai appelée il y a 2 mois en lui disant j'ai une idée un peu bizarre, c'est un peu louche comme thème, c'est un peu glauque comme thème, je sais pas si ça t'intéresserait de jouer dedans. Et elle m'a dit mais c'est une super idée, j'aimerais trop. Et elle m'a encouragée à écrire le script, ce que j'avais pas envie de faire parce que j'avais un peu peur de ma propre idée et j'avais pas trop le courage d'écrire le script. J'avais pas tellement envie d'écrire parce que c'est difficile de raconter quelque chose comme ça. J'avais peur aussi que ce soit pas crédible, que ce soit un peu lourd, que ce soit kitsch, enfin plein de craintes. Et elle m'a poussée vraiment à le réaliser et à le faire et elle a accepté de jouer dedans. Donc merci Lucille. Alors vous avez compris, les remettants, ça vous permet, je pense aussi, d'identifier un peu quels sont les intervenants. C'est penser, ça, c'est bien. Merci beaucoup Claire Favre. Donc je répète, vous êtes directrice de recherche au CNRS et référente égalité pour la faculté des sciences. On passe au 2e prix et je vais demander pour me rejoindre à Nathalie Ferret de me retrouver professeure de droit public à l'université Sorbonne privée. J'étais pas très bonne en droit privé, moi. J'étais à Paris-Nord Sorbonne, ça c'est bon, et chargée de mission lutte contre les discriminations, contre le racisme et l'antisémitisme. Je crois qu'on doit regarder d'abord la vidéo. Alors le 2e prix est attribué à Léa Merseni de Sciences Po. Pour son film Arrête ton cinéma. Ça va? T'es déjà bourré? T'avais une meilleure descente à la soirée. Ouvre la porte! T'es moi tout hier soir. T'es pas toi-même, il s'est passé un truc. Tu regrettes? C'était pas un bon C'était trop sportif. C'était pas prévu? T'avais prévu? T'avais envie? Tu voulais? Je voulais ça. Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Bah oui, c'est vrai ça. Il t'a fait quoi? T'avais sorti le grand jeu hier soir. Maquillage, petite tenue, tu voulais qu'on te remarque, non? Toujours une bouteille à la main, t'as enchaîné les verres, c'était limite indécent. Mais bon, on s'est bien amusé. On a fumé, on a dansé, et puis il était là lui aussi. Il t'a regardé toute la nuit, fais pas l'innocente. Ce soir-là, t'as de la chance, il en avait que pour toi. Tu faisais la diva en mode je te calcule pas, tu me fais pas rire. Avec ton petit cinéma là, laisse-moi. Mais pas à nous. Tu te rappelles, tu t'endormais presque sur lui quand vous vous êtes éclipsés. Enfin non, tu t'en rappelles pas. Autour de vous, personne n'a réagi. En même temps, tu veux quoi? Qu'on sorte les éthylotests dès qu'un mec s'approche de toi? À la fin, tu faisais moins la fière, mais t'as jamais dit non. Et on accueille Léa Massiani. Toutes mes félicitations, Léa. Un petit mot peut-être?
Ou non. Mais juste un mot rapidement. Moi, je suis en master de journalisme à Sciences Po, non ? Et donc, je suis formée à raconter des histoires vraies. Et là, ça. Pardon, vous m'entendez pas ? Ah, pardon, désolée. Oui, donc je suis en école de journalisme, donc je suis formée à raconter des histoires vraies. Et pour moi, ça, c'est une réalité pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, je voulais dire ce mot et dire que je suis très reconnaissante aussi que ce prix existe et d'avoir eu cette initiative. Voilà, merci. Merci à vous pour cette réalisation impeccable et pour ce second prix. Je vous propose d'accueillir la remettante du premier prix de ce concours vidéo sur le thème du consentement, Solène Lallemand, référente, vous le savez, je crois déjà, égalité et lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui va nous donner le nom de la lauréate et le nom de son film. Alors, le suspense est à son comble. Donc, la vidéo primée pour le premier prix, c'est la vidéo Consentement de Lucas et Kenili Molantiel de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Eh mademoiselle, vas-y, viens voir. Eh t'es belle un peu là, t'es bonne un peu là, je vois tout ça, vas-y, fais voir un peu, montre un peu tes petites parties là, vas-y. J'ai pas envie de te donner mon snap, laisse-moi tranquille maintenant. Tu peux me déposer chez moi s'il te plaît? Non mais je préfère. Non, franchement, s'il te plaît, tu vois, ça m'intéresse vraiment pas. Vraiment, j'ai pas trop envie. Je préfère qu'on attende un peu. Je préfère qu'on s'attache, je sais pas, mais là, franchement, ça me dit rien là. Allez, vas-y, viens, fais pas le timide. Non, pas ce soir là, je suis fatigué. Laisse-moi tranquille s'il te plaît. Respecte mon choix. Allez, c'est bon, laisse-moi faire. Je vais te montrer, t'inquiète. Non, s'il te plaît, arrête. Imagine, je fais pareil, ça te fait quoi, toi? Non, je veux pas faire avec toi. J'attends d'avoir la bonne, je veux pas. Non, j'ai pas envie là, pas ce soir. Vraiment, j'ai pas envie, je te jure, j'ai pas envie là. Vas-y, mets-toi à l'aise là, t'as pas chaud? Non, bébé, pas ce soir, j'ai pas envie. Vas-y, lâche-toi vite fait, je vais te faire kiffer là. Bah, sûrement, wesh, pourquoi tu fais comme si t'as jamais fait? Donc sur Snap, tu me chauffais et là, tu chipotes. Vas-y, de toute façon, c'est quoi? C'est rien, tu l'as déjà fait, c'est rien. Genre là, je suis devant toi, je sais pas, t'as pas envie. Vas-y, me touche pas là, je suis fatigué, j'ai pas trop envie. Non, mais tu sais très bien que je suis vierge, donc je suis pas encore prête, laisse-moi tranquille. Ah non, tu fais quoi là? Laisse-moi mettre ma main, wesh. Arrête, de toute façon, je te toucherai pas là, me touche pas. Vas-y, écoute-moi là. Arrête de faire la fille qui désobéit là. Je suis pas prête, arrête, j'ai mes règles, vas-y s'il te plaît, arrête ça tout de suite. Non mais tu m'avais dit ce soir, Laisse-moi tranquille. Non, arrête, s'il te plaît. Non, j'aime pas les délires comme ça. Eh mais tu fais quoi là? Ah Crary, je t'intimide. Bah laisse-moi enlever ton pantalon. Tu fais quoi? Je t'ai dit que j'avais pas envie, remets ton pantalon s'il te plaît. Non, mais si je suis un garçon, ça veut rien dire. Arrête d'insister comme ça, pourquoi tu continues? Je t'ai dit que j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Je te laisse pas le choix, c'est moi qui décide. Enlève ta main, je t'ai dit, enlève ta main s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. Tu fais quoi là? Lâche-moi, j'ai pas envie, je t'ai dit. Me touche pas, je t'ai dit, me touche pas. Descends, je t'ai dit, descends. Je t'ai dit non. Dans tous les cas, un ou deux doigts, ça va changer quoi pour toi? J'ai envie de toi, je m'en fous. Vas-y, descends. Tu commences à me faire peur. Arrête, je t'ai dit d'arrêter. Arrête, je t'ai dit d'arrêter. Le consentement, ça concerne les filles comme les garçons. Agir sans consentement, c'est synonyme d'une agression. Si ce n'est pas oui, alors c'est forcément non. Alors s'il te plaît, n'agis pas sans consentement. Est-ce que Lucas et Kenili Molantiel sont avec nous? Bravo. Bonjour, enfin bonsoir à toutes et à tous. Non, frère et sœur. C'est ma grande sœur. Ça se voit pas, mais elle a 3 ans de plus que moi. Donc on est ravis d'être ici. On remercie l'organisation, enfin les organisateurs
d'avoir organisé ce concours, parce que ça démontre énormément de choses. Ça montre que aujourd'hui, les générations, on va dire, plus anciennes se rendent compte qu'on est une génération qui avons de l'avenir et qui savons mettre en lumière des choses, des obscurités de la société. Et en nous faisant confiance, en organisant des concours comme ça nous permet de libérer notre parole. Donc on remercie également tous les intervenants pour cette conférence qui était très intéressante et très enrichie de par votre expérience. On remercie toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'on a pu vous montrer un peu tous les aspects possibles, même si c'est pas possible en 3 minutes, mais on a essayé de faire le max et de retranscrire tout ce qu'on pensait par rapport au consentement. Je voulais aussi remercier les participants de notre vidéo. Hein. Ça n'a pas été forcément facile au début, c'est un peu gênant des fois. Il y en a qui étaient plus comment dire? Oui, il y en a qui étaient plus réservés, il y en a d'autres pour qui c'était beaucoup plus facile. Et du coup, on a été contents de participer à ce concours. Comme il a dit, on a pu transmettre, nous, ce qu'on avait de la vision du consentement aujourd'hui, quoi. Et du coup, merci pour le premier prix. Cette rencontre touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour vos riches questions et votre écoute très attentive. Merci encore aux intervenants qui étaient avec nous. Très très belle soirée à tous.